Bonsoir et bienvenue dans Vieille Canine, l'émission des vétérans de la Camarilla qui déterre les vieux vampires. À chaque épisode, on convoque un ou plusieurs invités et on ressort leur vieux dossier. Moi c'est Vincent et j'ai toujours le même plaisir à animer cette émission avec mon compagnon de route Jérôme. Salut Jérôme. Salut Vincent. Alors aujourd'hui, entretien avec un vampire. 4 vampires pour un nouvel épisode 100% spécial. Après les Broujas et les Gangrels, c'est un gros morceau que nous abordons là car plus que jamais nous entrons dans le jeu politique. Les Broujas et les Gangrels ont souvent parlé d'honneur comme la valeur de leur clan, mais c'est peut-être nos invités qui revendiqueront l'apanage de cette vertu. Car ce soir, ce sont les fondateurs, les gardiens de la Camarilla que nous recevons, les représentants du clan des rois, les sangs-bleus, les patriciens. Bonsoir Emmanuel, Fabien, Fred et René-Philippe. Bonsoir. 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 Donc voilà, on est ravis de vous avoir tous les quatre, comme toutes les émissions spéciales. Tout le monde ne vous connaît pas au sein de la Camarilla, alors les uns après les autres, je vous propose de vous présenter hors jeu, ainsi que le personnage pour lequel vous avez été connu en tant que Ventrou. Donc je suis René-Philippe Jiménez, alias RPG. J'ai interprété à partir d'avril 1996 un personnage anodin de la Camarilla parisienne, Don Esteban Jacinto Aguilas y Sendilla de Motril. Voilà. Fils de Don Cristian de León Negro, fils de Contillas, de la lignée des Justes. C'est important, on en reparlera de ces lignées. Emmanuel ? Oui, donc moi c'est Emmanuel Laroche. J'ai incarné depuis la même époque que RPG, c'est-à-dire 96, Philippe de Morgon, qui pareil était un jeune ventrou. Enfin jeune, il a été étreint sous la Révolution, mais il a fait un petit peu de torpeur. Alors j'ai pas beaucoup joué sur Paris. J'ai été un peu joué sur Versailles aussi, et j'ai aussi joué sur Amiens, puisque j'ai monté le chapitre d'Amiens en 97 ou 98, je sais plus. Donc mon sire était le baron de Dour, et ma mémoire ne me permet de remonter que jusque là. Et mais pour la lignée, c'est pareil. Mais vu que, Philippe de Morgon a été diablé par mon ami Dicendia. Fumier. Voilà, j'ai perdu toute la mémoire avec ça, à cause de ça. Ah ben c'était une vengeance de plus de 20 ans, que veux-tu, hein, ouais. Oui. J'étais content que ça se termine comme ça pour Philippe. Bon, ceci étant dit, j'étais sous l'emprise de la folie gavienne. Des excuses, on en a tous. Bien sûr. Jamais n'aurait fait ça. Jamais. Alors Fabien, qui es-tu ? Alors, moi, c'est Fabien H. J'ai joué de début 97 jusqu'en 2002 Xavier François-Marie Lebars, un nouveau-né qui ensuite est devenu Ancilla Ventrou, au début Paris. Enfant de Don Esteban y Sendilla de Motril. Je m'en souvenais plus de ça. Aguilas y Sendilla, s'il te plaît. Ah oui, Aguilas y Sendilla de Motril, enfant lui-même de Don Cristian de León Negro, enfant de Patati de la lignée des Justes. Mon cœur saigne. Et de la lignée des Justes, de la lignée di Fosca. Qui est une blague interne. Oui, c'est une blague. C'est une blague interne. Et le plus lointain d'entre nous, mais tout aussi proche dans notre cœur, Fred. Hello. Donc oui, Fred B. Je jouais le personnage Christian de Rochefort. De son nom complet, Christian Marie-Aimé Vicomte de Rochefort, mais bon, est plus connu sous le sobriquet de CDR ou de Rochefort, tout simplement. Nouveau-né pour une très courte période, devenu Ancilla très rapidement, donc j'officiais à Orléans. À un moment donné, j'ai été le bailli ducal, donc du duc d'Orléans, et j'ai joué beaucoup à l'extérieur, pas mal à Versailles, à Paris aussi un petit peu, je suis allé aussi à Amiens, je suis allé à Nantes,
à Angers, à Nancy et même à Lyon, Grenoble. Donc ouais, j'ai vu pas mal de monde, fait pas mal de parties et c'était quand même assez grandiose. Que dire d'autre? Oui, mon lignage. Donc Christian Marie-Aimé, vicomte de Rochefort, pour vous servir, infant d'Adrien de Varenne, infant d'Hugues Noir, infant d'Anastasia, infante de Julius Valerius. Et puis, c'est tout ce dont je me rappelle, c'est déjà pas mal. Dans le temps, j'arrivais jusqu'à Vedarta. Donc, Non, ça impose le respect. Ah oui, clairement. Bon, alors je peux pas m'empêcher de sentir dès les premières minutes de présentation quelques petits pics entre vous. Je suis très surpris. J'étais convaincu que le clan Ventrou était le clan le plus respectueux, le plus droit, le plus uni. Et là, qu'est-ce que j'entends? Vous êtes fait des crasses déjà les uns les autres. Alors respectueux et droit, c'est vrai. Unis, bon. C'était quoi vos relations en jeu? Il y avait essentiellement deux camps. Hein. Il y avait les pros Hugues des Arcis et les autres. Et les autres. Dont tu faisais partie. Dont je faisais partie, effectivement. Qui ne soutenaient pas Hugues des Arcis. Qui voulait pas forcément sa chute directe et immédiate, mais qui aurait pas levé un petit doigt si jamais il avait eu des problèmes, et même peut-être aurait tendu un pied pour lui faire un croche-pied pour être sûr qu'il s'empale bien sur le pieu ou un truc comme ça. Donc il y avait clairement des factions chez vous, c'est ça? Vous avez parlé de la ligne des Justes déjà? Oui, il y avait plusieurs lignées. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé. De Rochefort était de la lignée des amants. Donc ceux qui sont réputés comme étant un peu plus soft, un peu plus moelleux, un petit peu moins, tu vois. Là où il faudrait être un petit peu plus. Bien sûr. Mais bon, en même temps, Quelle réputation. Hein. c'est une bonne façon de passer plus inaperçu. C'est vrai que c'était la marque de fabrique de mon perso, justement, j'avais cette étiquette du ventrou sympa. J'avais cette étiquette du ventrou auquel on peut faire confiance. Ah, c'était magique. Les pauvres. Ah bah oui, ça. Je me souviens de passage à Orléans, ouais, c'était épique avec toi. Ouais. Moi qui étais droit comme la justice, avec toi, c'est sûr que ça faisait contraste. C'est une question de perspective. Disons que voilà, pour toi c'était tout droit, pour moi c'était plus une perspective cavalière. C'était très sinueux, toi. Ouais. Voilà. En perspective cavalière, exactement. Voilà. Mais c'était très intéressant. Et Manu de Morgon, toi, tu étais de quelle lignée au final? Des ombres, je crois, c'est ça, hein, ça les existait. Maudits Les maudits, d'accord. Ceux qui étaient plutôt discrets. Et... En fait, c'est une idée de Milouz, Nicolas M, qui avait été ACN Ventrou, qui avait voulu un peu plus de rigueur au sein du clan Ventrou. Ah, tiens. Au final, il avait une très bonne idée de mettre en place 4 lignées plus une. 2 lignées, ce qu'on appelait les lignées latines, qui venaient des Français, donc des Latins. On avait les lignées des princes, qui étaient ceux qui avaient été étreints par le prince de France. La lignée des justes, qui découlait du justicaire Ventrou et Rouen Ruellet. La lignée des amants, dont faisait partie le personnage de Fred, qui avait une caractéristique intéressante. C'était une lignée qui avait été fondée par 2 anciens Ventrou amants. Voilà, qui était proche des Toréadors. Et c'était une lignée qui était censée être proche des Toréadors, d'où le côté enrobé, palabre et tout ça. Et puis la lignée des maudits, qui était descendante d'un juriste allemand, qui eux étaient plus dans la politique magouille. Voilà. Alors non. Il n'était pas allé jusque là, mais et en fait il y avait 2 autres lignées. Voilà, il y avait les martyrs, qui étaient une lignée qui avait quasiment totalement disparu, qui était suite à l'Inquisition parce qu'ils étaient proches de la religion, et la lignée des maudits, qui elle était descendante de Tannhauser. Donc en gros, pour les joueurs français, quand Milouz a mis en place tout ça, avec une généalogie mais parfaite, en rattachant tout le monde et tout, on avait 4 lignées vraiment actives en France. La lignée des Justes marchait main dans la main avec la lignée des Princes, dont était Hugues des Arcis pour soutenir. Les amants
ils naviguaient au fil de l'eau, et puis les maudits, dont faisait partie de Morgon, eux, ils faisaient leur petit coin dans leur truc, leur petit tambouille dans leur coin, et voilà. Mais ça se canardait bien dans tous les sens quand même. Et la lignée des masques. Des masques, voilà. C'est des masques, voilà. C'est les c'est ça. masques. Voilà, Pas les c'est la yeux, ligne les des masques. masques. La lignée des masques, oui, voilà. Voilà. Les germaniques, les teutons, plus. T'en avais beaucoup, t'en avais pas mal à Strasbourg, je me souviens, Nancy aussi. T'en avais pas mal à Versailles-Saint-Quentin aussi, et je crois, puisque À Paris, c'était Manu, un autre, Milan Zarkos. Voilà, cette espèce de raclure qu'on embrasse d'ailleurs avec beaucoup d'affection. Ouais. On pourra revenir un peu dessus dans les secrets cachés du clan Ventroux. C'est clair. Oh, purée. Et quand on parlait justement de la ligne des martyrs, excuse-moi, ça m'a fait me rappeler d'un autre excellent personnage, un joueur aussi avec qui je m'entendais très bien et qui est venu jouer à Orléans pas mal de fois, qui était de la Cité de Lille. C'était Vincent Charmion qui jouait l'abbé de Verneuil, Augustin de Verneuil, qui était absolument exceptionnel. Il était avec sa chasuble et son, tu sais, la totale et tout. On aurait dit un pape, quoi. Comme en plus il faisait, je crois, 1m95, qu'il était bien enrobé, plus les 40 cm de toc évéchial ou abbétial, je sais plus ce qui se mettait sur la tête. Il faisait les 2m20, c'était impressionnant, quoi. Et puis la totale, il avait les gants, absolument fabuleux. Il était papal, quoi, tu vois. Et puis là, tu vois la majesté sans avoir besoin de la jouer. Déjà, ça claque. Quand t'as un paquebot de 2m20 qui t'arrive dessus. C'est impressionnant. Ah ouais, de base, là, tu claques ton Wilpo avant d'ouvrir la bouche, quoi, tu vois, direct. On en avait des bons à la fin. Bon, au début aussi, hein. Au début, je me souviens, vraiment au début, il y avait quand même des mises au point parce que on connaissait peu le grandeur nature pour la plupart. Enfin, moi, j'ai découvert vraiment le grandeur nature avec la Camarilla, hein, parce que j'étais un novice complet. Donc, il y avait des mises au point. Et puis après, une fois qu'on était dans nos personnages, qu'on avait construit le background et qu'on avait établi des relations entre nous, là, il y a eu du vrai jeu. Et je crois qu'après le summum, c'est quand on est sorti de nos cités respectives. Le jeu national, ça a été très formateur. Ouais. Moi, le premier conclave que j'ai fait, c'était le Grenoble qui devait être c'est quoi, 97, celui où avec les piliers de feu, les Trémères qui cherchaient un espion qui était en obfuscate, et pour le trouver, ils ont fait des piliers de feu dans les salles. Et tout ça, c'était celui-là. Et moi, c'était mon premier. Et le directoire Ventroux me charge de faire justement un dossier expliquant le directoire à tout le monde. Alors, ça faisait quoi, 2 parties que je faisais de la Camarilla. Et après, en plus aussi, je me rappelle, c'est un des premiers contacts que j'ai eu avec toi, Jérôme, je crois. Et j'ai été présenté aux 2 Ventroux allemands. Et j'avais la voix qui tremblait, et à la fin de la partie, vous êtes venus tous les 3 me voir en me disant, tu joues super bien, mais en fait, le joueur était terrifié. J'étais et voilà, donc c'est pas très difficile de jouer la terreur quand tu l'es, en fait. Mais... Surtout que les Allemands, c'était 10 crans au-dessus quand même en termes de. Oui. D'incarnation, de costumes, roleplay, tout ça. Et puis de personnages aussi, parce que quand ils venaient, c'était avec des 4e, des 5e génération, quoi. Donc tout de suite. Moi, je me souviens du conclave de Paris où il y avait ça m'avait impressionné. C'était un an. Je pense que c'était un ancien, mais en fait, j'étais même pas sûr parce que les Allemands avaient des gabarits. En plus, ils étaient plus grand que nous en général, et je pense que c'était un toréador, et il avait simulé, mais je pense que c'est par jeu, c'était juste pour nous provoquer un Rorschach, je crois, et donc il était devenu complètement fou, mais à deux pas de moi, et c'était juste impressionnant à voir parce qu'il était en costume. Forcément, ils avaient investi dans leur costume, mais c'était surtout le niveau d'interprétation. Mais là, on était à des années-lumière de ce que je voyais, quoi. Donc c'était. Puis après, t'as un doute parce que tu sais pas s'il faisait un vrai malaise ou si c'était de l'interprétation. Alors, après, le temps de comprendre qu'en fait, il était interprété son personnage, mais il y a eu un moment de flottement dans la pièce, c'était impressionnant. Et en plus, c'était le conclave de Paris. Les pièces, je me souviens que c'était assez étroit. Donc, il y avait une espèce de confinement, en fait. Donc, c'était vraiment étrange. Et la scène qui m'avait aussi impressionné, c'était les chants en ancien saxon des toréadors, je crois, qui avaient appris des vieux chants médiévaux.
Mais là, on n'était pas du tout au niveau. Enfin, j'imagine que ça a dû inspirer ensuite les Français. On savait à peine se maquiller, nous, à l'époque, en plus. Donc. Enfin, quand t'es un jeune interprète à la caméra, là, tu vois qu'il y en a qui ont du talent, qui investissent effectivement de l'argent, parce qu'il fallait avoir quand même quelques petits moyens quand même pour les costumes. Ouais. Alors, on peut quand même préciser que ces Allemands, effectivement, qui impressionnaient beaucoup de gens, ils ont toujours été très, très bienveillants avec nous. Ah oui, tout à fait. Ils n'ont jamais fait étalage d'une quelconque supériorité au niveau des costumes, du roleplay, de machin, de trucs. Ils ont toujours été adorables et je pense qu'ils sont toujours venus jouer chez nous avec un grand plaisir. Même en 2015, quand on les a revus, il y avait toujours ces sourires et puis ils étaient extrêmement heureux de participer à ce genre d'événement. Voilà. Mais ça a été des belles leçons pour tout le monde. Mais ouais, bien sûr. Peut-être que vous-même n'avez pas assez de recul, mais vous savez que vous, en tant que joueur de la première génération française, vous avez vous-même été des modèles pour les joueurs qui ont suivi. Vous en avez peut-être rencontré au dernier conclave des joueurs pour lesquels vous avez été des modèles absolus et qui ne rêvaient que de rencontrer un Philippe de Morgon, un Esteban Aguilar Isendiar, par exemple. Donc sachez que vous avez vous aussi été des modèles. Je pense que pour moi, justement, j'ai oublié de donner la date à laquelle j'avais commencé, mais je pense que je suis arrivé un petit peu entre les deux. J'avais le cul entre deux chaises, en quelque sorte. Parce que j'ai commencé en 98-99 et j'ai arrêté en 2003, il me semble. Donc c'était 4-5 ans au total. Et donc quand je suis arrivé, il y avait la HDA Fashion qui commençait. Enfin voilà, c'était vraiment la Hugues Desarcy qui montait en puissance. Et voilà, le gros plot, le gros métaplot, c'était botter le cul à François Villon et foutre le dauphin à la place, quoi. Et moi, c'est ce qui m'a motivé, c'est ce qui m'a poussé, ce qui m'a propulsé en fait dans ma vie de joueur, en fait, en quelque sorte, en jeu, dans toute cette période-là. Jusqu'au jour où malheureusement, il a été assassiné. C'est vrai que j'étais vraiment fanatisé, j'étais à fond, à 200% un support d'Hugues Desarcy, quoi. Alors moi, ça m'a échappé, mais à quel moment est-ce qu'il a été assassiné, Hugues Desarcy ? Il a été assassiné à la suite du conclave d'Amiens, où lors du conclave d'Amiens, pour une raison qui a désarçonné le clan, il a annoncé à tous les membres du clan présents qu'il se retirait. Il se retirait de la vie politique. Il nous a fait une Jospin, quoi. Donc là, on était là, quoi, putain, merde, c'est quoi ce délire et tout. Et on savait plus à quel sens se vouer, quoi. Et donc après, peu de temps après, on avait appris qu'il avait été détruit. Et à ce jour, j'ai employé toute mon énergie de personnage à retrouver le coupable et celui qui avait fait détruire Hugues Desarcy. Et d'ailleurs, ce n'est pas sans une certaine fierté que je peux vous dire que je l'ai trouvé à l'époque en jeu. Ça m'avait pris pas mal de temps. Mais je l'ai trouvé. Mais alors, donc nous, on était resté au fait qu'il s'était effectivement retiré de la vie politique. On avait réutilisé justement ce départ impromptu dans le cadre du scénar du dernier conclave. Mais j'avais pas noté qu'il avait été froidement buté par le comte. Il avait été froidement buté, donc je ne sais plus qui l'a détruit physiquement. Mais par contre, je sais qui était le commanditaire. C'était Hermine de Lussac. Vilaine. Et j'avais réussi, j'avais fait des enquêtes en jeu. C'est vraiment une longue histoire. J'étais en cheville avec un certain Lucian Hertz. Mon vieux Matt, si tu nous écoutes, je t'embrasse aussi. Donc on a fait beaucoup d'interrogations ensemble. Disons que De Rochefort s'occupait de la logistique et Lucian Hertz s'occupait de la manutention. Et quelle bande de mafieux. Mais voilà. Vous étiez fabuleux. Je suis sûr qu'il a dû piquer quelques bouteilles dans la cave de mon Havre, mais bon, c'est pas grave. Voilà, Lucian Hertz qui était très maire. Bien sûr. Qui était très maire, tout à fait. Ouais. Et oui, ça aide d'avoir un très maire. À l'époque, après 98, il y avait une partie nationale Ventroux qui s'était passée à Lyon, à laquelle j'avais participé. On était dans un lieu d'association et en fait, à l'étage, il y avait la partie nation Trémère. Et à la fin de nos deux parties nations respectives, les deux congrégations se sont retrouvées pour sceller l'alliance Ventroux-Trémère qui a duré
qui a duré pas mal d'ailleurs. Hein. Donc c'était dans ce cadre-là que j'étais devenu ami, si on peut dire, avec Lucian Hertz. Quand tu dis pas mal, c'est quoi? C'est 1 heure ou c'est plusieurs années? Plusieurs années. Ouais, je pense que c'était passé en 98 ou 99. Il y a pas eu de coup de canif dans le contrat jusqu'en 2001-2002, je pense. Après, ça commençait à s'étioler parce que forcément, les joueurs qui étaient présents, pour eux, ça les avait marqués, quoi. C'était vraiment resté dans l'esprit. Tu avais Philippe II d'Orléans, qui était arrivé en plein milieu du directoire national, en face de la grande cour. À l'époque, je me souviens, c'était assez épique, quoi. René, t'étais là. Fab, t'étais là. Il y avait Paul Ravalec aussi. Manu, t'étais pas là, je crois. Je me souviens que t'étais pas là. Vincent Charmion était là. Et la grande cour. Attends, j'ai une liste. Je les avais notés pour pas les oublier. T'avais Sacha Pavel, McGregor, Héloïse de Saint-Cyr, Francis Bacon, Alexandre de Saint-Georges, et donc tu avais Hugues Desarcy qui présidait à tout ça, quoi. Donc c'était un truc de malade, quoi. Conclave national à Lyon. D'accord, c'est celui de 99 Ouais. 99, ouais. C'est ça. Je crois que j'étais encore à CN à ce moment-là, et c'était la volonté de faire le triumvirat du clan patricien avec Ventroux, Trémère et Toréador, les VTT. Et bien évidemment, à la fin, les Toréadors nous ont lâchés comme des vieilles merdes, en disant de toute façon, nous, on s'en fout, on a le pouvoir. Et donc, on s'était retrouvé avec une partie natio Ventroux, Trémère, Toréador qui a été juste Ventroux, Trémère, et on a lancé l'Alliance nationale à ce moment-là, quoi. Bonne soirée domination. Au-delà de Hugues Desarcy, qui étaient les grandes figures du clan Ventru? Ça dépendait de la période. Moi, quand je suis arrivé avec Quentin de Beaujeu, il y avait le personnage joué par Seb. Sébastien Baudou. Ouais. Alexandre de Saint-Georges. Alexandre de Saint-Georges, voilà. Alexandre de Merci. Saint-Georges. Alexandre de Saint-Georges, ouais. Donc le personnage de Yann. Oui, de Yann, tout à fait aussi. En Ile-de-France, Hugues Desarcy s'est imposé à peu près 1 an après être apparu. Il est devenu vraiment le personnage à connaître déjà dans notre région. Et après, c'est que il y avait une aura nationale assez rapide. Hein. Donc, Quentin de Beaujeu a été éclipsé. Je me souviens que quand j'étais arrivé en 96, il y avait déjà des anciens sur place, mais ils ont disparu assez vite après l'arrivée de Raph, en fait. Oui, parce que les anciens qui étaient présents n'étaient pas des personnages à vocation nationale. Donc, c'est vrai que, outre la prestation de Raph, il y avait une volonté du comte d'imposer ce personnage qui faisait à la fois le lien entre l'Île-de-France et Rhône-Alpes et qui créait la tension aussi au niveau du comte national. Donc, forcément, propulsé par le comte, sa réputation l'a précédé où qu'il allait. Moi, je me souviens des premières parties où je l'ai rencontré. Je t'avais même peut-être une de ses toutes premières parties. Parce qu'il a commencé à Paris, je crois, il me semble. Absolument. Oui. C'est ça. Et donc, il était venu avec alors, il me rencontre. Donc, je me présente. Et donc, il a compris que j'étais d'origine espagnole. Et comme il connaissait un petit peu le background de Vampire, en fait, il avait un miroir sur lui. Et donc, il a glissé. Alors, moi, je comprenais ce qu'il voulait faire. Hein. Voilà, pour savoir si j'étais un Lassambra ou pas. Mais ça, c'est magnifique. Et puis, c'est un des seuls moments, en fait, où on s'est tutoyé. Parce que je me souviens que quelques mois plus tard, je le voyais. Donc il y a eu le changement de statut qui arrivait. Je crois qu'en plus, Hugues Desarcy, il a commencé comme Ancilla ou prétendant, non ? Oui, tout à fait. Oui. Ah, c'est ça. Et ensuite, il a, par des jeux de réécriture, mais ça c'est courant, hein, quand on voit qu'il y a le matériel et tout ça, upgrader plus, et puis en effet gérer. Oui, tout à fait. Et moi, je me souviens, quand je suis arrivé, Ventroux, je voulais pas du tout faire parce que moi, j'étais maître de jeu de Vampire quand il était sorti aux États-Unis en 91, quoi, donc ça faisait genre 6 ans. Quand je suis arrivé sur Paris, un après-midi, voir des personnes du compte pour présenter l'assaut avec des copains. Moi, c'est Raph qui m'a chopé et qui m'a présenté l'association. Et donc on parle, et puis à la fin, il me dit moi, je te verrais bien Ventroux. En plus, il gérait pour son truc. Puis moi, je lui dis attends, Ventroux, t'es gentil, tu me la fais pas. Je suis maître de jeu depuis 6 ans à Vampire. Ventroux, c'est l'un des clans les plus chiants à faire, quoi. On y reviendra. Voilà, peut-être à part Cappadocian et encore. Voilà, donc il dit vas-y. Donc bon, au final, je fais Ventroux. J'ai de la chance. À l'époque, la volonté du comte, c'était de récupérer les nouveaux joueurs et les mettre sous les anciens. Donc à l'époque, les jeunes joueurs, c'était 11e génération max.
Donc avec domination, tu prends 11, le max. L'un des rares ventrous actifs 10e, c'était RPG, qui est devenu un ami, puis un très bon ami, donc beaucoup de chance. Et puis, en gros, moi, quand je suis arrivé, le clan Ventrou, il y avait la moitié des joueurs, ils savaient pas ce que c'était. Dans l'autre moitié qui restait, il y avait la moitié, c'était des infiltrés. L'autre moitié, c'était des sabbatites ou mieux, des cétites. On avait quand même une lignée de cétites chez le clan Ventrou. Dédicace à Zarkos. Dédicace à Zarkos, voilà. D'où le fait que Milouz, quand il a récupéré le compte, il a voulu faire le nettoyage, parce que c'était un peu quand même pathétique, quoi. Parce que quand il fallait un infiltré, il fallait aller chez Ventrou, quoi. Même pas Broja, Ventrou. Oh là là. Et puis, en plus, quand moi je suis arrivé en 97, début 97, et donc ça, pour la plupart des autres, quoi, la même chose, les Ventrous, clan patricien, honneur, pouvoir et tout ça, on était moins respectés que les Aubins, c'est-à-dire qu'on venait après les Ravnos, les Giovanni, les trucs comme ça. On n'avait pas de pouvoir, on n'avait aucun poste. Sur Paris? Non, Sur partout. Paris. Partout au niveau national, il y avait aucun prince au niveau national. Peut-être, non, même pas à Marseille, c'était Broja. D'où venait Bacon, c'était le prince, il était Broja. Donc, non, je crois que t'avais que dalle. Et en gros, moi, le pitch que m'avait vendu Raph, c'était de dire, en gros, c'est la cata, on n'a aucun pouvoir, donc il faut des jeunes assoiffés qui vont prendre le pouvoir pour moi, et donc il y a du fun à faire. En gros, c'est la crise. T'es jeune trader, t'as ton boss qui arrive avec une mallette pleine de coke et qui dit amuse-toi. Et on s'est amusé. Mais franchement, on s'est amusé. Et t'as vraiment raison, Fabien, c'est que en fait très vite on s'est rendu compte chez les Ventrus en fait qu'il y avait un jeu dans le jeu. Il y avait le jeu autour de nous, et puis il y avait le jeu Ventru. Et le jeu Ventru était aussi dense, si ce n'est plus, que le jeu qu'il y avait autour de nous. Donc il y avait plusieurs strates en fait. Ouais, alors on était obligé de faire du jeu en interne, tout simplement parce qu'en externe, c'est pas que les gens voulaient pas jouer avec nous, c'est qu'on n'avait pas de pouvoir. Qu'est-ce que tu voulais donner? Qu'est-ce que tu voulais aller dealer avec un Ventrou? Il a pas de pouvoir. Je veux dire, on était des SDF. Donc, à la rigueur, les gangrels, c'est des SDF, mais eux, au moins, ils ont les griffes. Donc, on a été obligé de faire du jeu en interne pour pouvoir justement se développer. D'où les directoires, d'où les confrontations entre les lignées, pour pouvoir se fighter entre nous. Et merci à des De Morgon, merci à des Pavel, merci à tous ceux qui étaient les antagonistes. On se tapait dessus pour pouvoir après, une fois qu'on s'était bien tapé dessus, ring interne, aller à l'extérieur et taper sur nos ennemis premiers, les toréadors qui nous ont pris le pouvoir qui était le nôtre. Dans les 10 minutes qui restaient au conclave en général, parce que quand on allait en conclave, tu savais que tu allais passer 3/4 de ton temps dans le directoire. C'est ça. À jouer entre Ventrou et éventuellement après essayer de rattraper un peu le flow du... Déjà, tu passais 1 heure à écouter Hugues Desarciers, déjà, qui faisait son monologue. Après, tu avais 1 demi-heure d'intrigue politique interne pour savoir ce qui se passait et tout ça, se taper dessus, et puis après, il restait 15 minutes en effet de conclave national à se dire, putain, merde, il va falloir parler aux autres. Ouais, c'est ça. Mais ça avait un effet vertueux. En fait, il y avait un tel niveau de jeu qu'on arrivait avec une formation en fait après en externe. C'est-à-dire qu'on avait déjà tout fait chez nous. Donc en fait, on était blindés pour partir à l'assaut des autres clans ou des autres intrigues. Donc il y avait franchement. Et puis au départ, ça permettait aussi de voir quels étaient les infiltrés, parce que pour rappel, on avait quand même la moitié du clan Ventrou qui n'était pas des Ventrous. Donc ça c'est au tout début ça. Ça, c'était au début. Mais il n'empêche qu'il a fallu faire du nettoyage, mais à grande échelle. Si vous voulez cristalliser l'esprit du jeu Ventrou à l'opposé du jeu à l'extérieur avec les autres clans, c'est très simple. Vous prenez le tournoi Destination au rugby. Le tournoi commence, personne n'aime les Français, tout le monde veut la peau des Français. Après, les Français arrivent devant les Anglais, les Écossais sont pour les Français, les Gallois sont pour les Français, les Italiens sont pour les Français. Tout le monde veut la peau de ces putains d'Anglais, quoi. Ça peut être les Toréadors, ça peut être les Brujades. C'est la rose. C'est la rose. Fabien, tu as commencé à le sous-entendre. Et je pense que c'est le moment pour vous de répondre aux rumeurs, parce qu'on l'a entendu beaucoup de fois, trop de fois. Est-ce que jouer Ventrou, c'était chiant ? Écoute, justement, c'est marrant parce que j'ai pensé à cette question. Et je pense que, je sais pas ce que les autres vont dire, mais voilà ma version.
je pense que pour jouer Ventroux, il faut avoir un certain côté masochiste. Il y a de la souffrance dans le jeu Ventroux. Il faut être patient, il faut avoir les genoux solides et je sais de quoi je parle. Quand Oui. tu es à genoux pendant un directoire national et que tu as HDA qui te lâche un mot à la minute et que tu commences à t'endormir derrière tes lunettes noires et que là, d'un moment, juste comme ça, out of the blue, t'as HDA qui te dit, n'est-ce pas, monsieur de Rochefort? Et là, bah, tu te relèves et t'enchaînes direct. Et là, c'est réussite critique, pas de mort sociale. Alors, je veux dire, pour faire ça, il y a du masochisme, faut aimer ça, ça fait partie du délire, c'est pas pour tout le monde, mais je pense que on se regardait tous dans le blanc des yeux et c'est tout ce qui nous a un petit peu fait bouger, quoi. D'abord, on se pétait la gueule entre nous. Et tu vois, on chauffait les épaules, voilà, comme une première ligne au rugby. Désolé pour les analogies, mais bon. Et puis après, voilà, c'est bon, on est chaud, on peut y aller, on peut aller chercher les brugeants, on peut aller chercher les greleux. Et vas-y, c'est bon, n'importe quoi. Allez, Nosferatu avec ou sans champignons, même pas peur. Allez, à fond. Bah, c'est un clan où il faut aimer faire de la politique, en fait. Passer son temps à discuter avec des gens que t'aimes pas forcément en essayant de trouver leurs failles pour pouvoir les attaquer, leur sauter dessus à la moindre occasion. Donc, il faut vraiment aimer ça parce que il faut être attentif. Même quand tu as des discours qui sont lents et fait exprès connaissant HDA, clairement il le faisait exprès, de parler lentement. Des fois, il baissait le ton. Il plaçait aussi un mot qu'il avait cherché dans le dictionnaire juste avant. Juste avant, ouais. Ah, il jouait à ça. Pour le placer. Mais bon, moi, j'ai jamais ressenti ça comme une torture. J'ai aussi joué à Vampire avant le Grandeur Nature et le clan Ventroux. Je connaissais et ça me plaisait en fait. Je l'ai choisi sciemment, pas parce qu'on m'a dit il faut. On n'a pas beaucoup de Ventroux, il en faudrait. C'est marrant parce que juste très rapidement pour moi, quand j'ai commencé à jouer, quand je suis arrivé à la Caméria, l'histoire qui m'a amené à la Caméria, c'est trop long, mais j'ai jamais joué sur table avant. J'avais acheté le premier manuel, en fait la première édition en anglais, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Et donc j'ai commencé à jouer à Vampire en live. Et donc en fait, quand je suis arrivé, c'était Jérôme Diaz qui était le compteur d'Orléans à l'époque. Et donc présentation, il me dit bon alors là, présentement tu vois sur Orléans, tu peux jouer Gangrel, mais tu peux aussi jouer Ventroux. Et tu sais, il commence à enfoncer les Ventroux. Je dis vas-y c'est bon, vas-y gaspille pas ta salive. Je sais que je veux déjà jouer Ventroux. Il voulait absolument que je joue Ventroux parce que tous les Ventroux s'étaient fait cratériser à Orléans, personne ne pouvait jouer Ventroux. Donc j'ai commencé et j'ai toujours joué Ventroux, j'ai joué que Ventroux et pourtant rien n'est plus loin de ma vraie personnalité en dehors. Je suis pas du tout un Ventroux, mais bon, c'était mon trip quoi. Excellent. Alors moi de mon côté, je l'ai choisi. En fait, on m'a proposé lorsque je suis arrivé en avril. Alors bon, je vais dire les choses, c'est qu'en fait, j'ai découvert la Caméria en allant à Love Cube. C'est un des vendeurs de Love Cube qui nous a dit que ça existait, à moi et donc à Noron. Et donc quelques semaines plus tard, on est passé devant, j'imagine, un assistant compteur. Il nous a proposé de créer nos personnages séparément. Je crois qu'il m'avait proposé Toréador ou Ventru. Et moi, je savais déjà que je voulais jouer Ventru, donc je l'ai choisi. Donc, je connaissais le jeu de rôle, j'avais très peu pratiqué, mais je connaissais le background et je voulais absolument jouer ce clan-là. Donc ça tombait bien. Et après, il m'avait proposé de jouer un 9e ou un 10e. Et je lui ai dit 10e. Je l'ai pas regretté, puisque ça m'a permis d'être après le sire de Fabien, donc au final. Ça s'est très bien passé comme ça. Et ensuite, les parties ont commencé, puis il y a eu la progression, le statut, les titres, etc. quoi. Voilà. Et les rencontres nationales. Donc, mais ça s'est emballé assez vite, en 2 ans. Hein. Enfin, moi, je me souviens qu'il y avait, c'était des parties tous les mois, je crois, c'est ça. C'était des parties mensuelles. Oui, dans chaque cité. À Paris. Sauf que si t'étais en Ile-de-France, t'avais une partie à Paris, la semaine d'après à Versailles, la semaine d'après à Issy-les-Moulineaux, la semaine d'après à Montmorency. Puis si t'as envie de faire un conclave ou aller à Lyon ou à Grenoble, tu jouais 2 fois par week-end. Exactement. Et après, il y avait tout le jeu par mail, parce que nous, les Ventroux, on était très connectés, en fait. Il y avait le téléphone mobile et le mail. Ça n'arrêtait pas. Il y avait une production de documents et de dossiers secrets. C'était juste impressionnant. Alors, moi, pour ma part, qu'est-ce qui ferait jouer Ventroux ? Est-ce qu'on n'est pas sadomaso ? Un peu beaucoup.
Je pense qu'une bonne partie des joueurs qui avaient commencé Ventrou et qui ont lâché parce que quand ça devenait vraiment trop salaud pour eux et ils voyaient qu'ils n'étaient pas faits pour le truc, parce qu'il faut vraiment s'en prendre plein la gueule, résister. On pouvait faire une mort sociale rapidement en conclave devant tout le monde. Ça pouvait aller partir très vite. Et fallait aimer le jeu, quoi. Et moi, j'ai eu de la chance en arrivant sur Paris, parce que même si je voulais pas être Ventrou, c'est que je suis tombé. Alors déjà, mon cire étant RPG, hein, Esteban, donc déjà ça commence bien. L'ancien que je devais suivre, c'était Hugues Desarcy, donc Raph, ça allait. Et surtout, je suis tombé dans un binôme, mais de la mort. Gonze, alias Gilles François-Baptiste de Sévigné, et Toff, alias Louis d'Ambreville. On s'est fait un trio. On s'est fait un trio de salauds. Et on était les boys du Desarcy sur la région parisienne, quoi. Donc tous les coups une grosse partie des coups de pute, pas tous, mais une grosse partie des coups de but sont passés par nous. C'était vraiment du plaisir à l'état brut. Et Parlement, c'est marrant que tu ramènes ça, parce que moi ça me refait penser en fait à ma première partie. C'était mon premier directoire, parce que on n'avait pas fait de directoire à Orléans, j'étais le seul ventrou, quoi. Et puis après, t'avais des nouveau-nés qui arrivaient. Je sais pas si tu te souviens du ventrou basket. Oh mon Dieu. Oh, il a pas duré longtemps celui-là. Ah oui, Il n'a pas duré longtemps, non. Putain, on l'a regardé, on a regardé ses baskets, on l'a regardé. Le mec, il a compris, il s'est barré. Oh mon Dieu. Voilà, Enfin bref. Ouais. Et donc on avait fait une partie à Quel oublié. Vannes-sur-Cosson, qui est un bled pas loin d'Orléans, et donc c'était une partie régionale. Et donc là j'arrive, et à l'époque, Yannick était là, et Yannick te connaissait déjà, et il m'avait déjà briefé, il m'a dit ouais, tu vas voir, t'as le bar, c'est XFM, la radio FM, Gilles François-Baptiste de Sévigné, Louis d'Ambreville. Putain, les salopards, ils étaient là, et donc avant que le jeu commence, ils m'ont assis sur une table, et en face de moi, j'avais Fab, j'avais Gonzo, j'avais Christophe, et les mecs, ils m'ont dégueulé tout ce qu'ils savaient du clan Ventrou, ils m'ont mis un gros upload maximum. Tu vois Johnny Mnemonic, quand il prend toute la data dans sa tête, tu vois, dans le film, bah c'était moi là. Là, tu vois, en 1 heure, j'en ai pris plein la tête. Et après ça, direction directoire, avec Manu, avec Louis Lefebvre de Comartin et les 3 autres là. Bah, je peux te dire que tu m'aurais mis une olive dans le cul, j'en aurais sorti de l'huile. C'est évident. Alors, je vous interromps 2 secondes. Il se peut qu'on ait un invité surprise. Ah là là, nous accueillons un invité surprise. Salut David. Bonsoir. Mon bisou. Très très bien. Bienvenue David, le 5e membre du clan des Princes. Est-ce que tu peux te présenter hors jeu et nous rappeler qui tu jouais à la Camarilla ? Alors, David Mondon, bien plus vieux que je l'étais il y a 25 ans, comme nous tous. Et je jouais un ancilla du clan Ventrou, Paul Ravalec. Je commençais à jouer à Ajaccio, puis Lyon et un peu partout. Alors, de quelle lignée faisais-tu partie ? Puisqu'on a cité un petit paquet de lignées dont on ignorait même l'existence. Hugues Darcy. Lignée des Princes. Ouais. Lignée des Princes, ouais. Et donc, moi, je sais que sur le torse, il a le sceptre Ventrou tatoué. Déjà à l'époque, je m'en souviens. Ouais. Déjà à l'époque, ouais. Alors là, je suis désolé, Manu, mais on t'envahit, quoi. Les mignons d'HDA, là, c'est le cas. Hein, parce que là, t'as 3 chevaliers liges. Oui, tu vois, Esteban Aguias, Isendia, Demotril, Paul Ravalec, Christian de Rochefort. Il en manque juste un, c'était le liquide, voilà, dont on parlait juste avant, d'Argentré. Et t'avais les 4 chevaliers liges d'HDA qui ont été intronisés pendant cette partie de 99 qui était pas mal, ouais. Ouais. Mais enfin, de toute façon, on n'était pas très très nombreux à pas soutenir Hugues Desarcy. Hein. C'est clair, ouais. C'était l'union sacrée, on va dire. Ouais. Du coup, ça tournait assez vite et ça revenait vite sur moi quand j'étais là. En plein de train à la tronche. Le paratonnerre. David, raconte-nous un petit peu qui était Paul Ravalec. C'était quoi tes relations avec tous ces autres crapules ? Paul Ravalec, quand il est arrivé à Lyon, il est tombé sous la coupe de Sacha Vassili Yarek Pavel, qui était joué par Jean-Michel Bollier à l'époque. Ah ouais. Et qui avait fait
son petit clan dans le clan, avec des chevaliers templiers. Moi, je naviguais un petit peu à vue, je dirais, parce que j'aimais bien jouer. J'adorais la partie théâtre d'impro, la partie un peu orga aussi, voilà, tout ça. Mais c'est vrai qu'après, je me suis jamais bien investi beaucoup, autant que mes camarades de jeu dans les trames à long, sur le long terme, des choses comme ça. Moi, j'ai vécu plus mes parties un peu au jour le jour, et puis à faire un petit peu ce que les compteurs voulaient bien que je fasse, leur filer un coup de main, etc. Voilà. T'étais trop occupé à chasser. Je sais que Raph, lui, il appelait ça la poésie. Voilà, toi, t'étais trop occupé à chasser. Voilà. Paul Ravalek, c'était l'homme de main d'Arcy. Non, j'étais plus l'homme de main de Sacha Pavel. Sacha. Ouais, c'est plus son exécutant, par son exécuteur des fois, mais. Il avait essayé de me recruter pour son ordre. Je me souviens plus quel était l'ordre qui était dirigé par Sacha Pavel. L'ordre de Sainte-Catherine de Sienne. Ah, l'ordre de Sainte-Catherine de Sienne, oui. Donc j'ai fait partie. Ça vient de me revenir. J'ai fait partie de l'ordre de Sainte-Catherine de Sienne pendant 2 mois avant de lui dire bah écoute, je suis désolé, mais bon, je vais aller rejoindre le Saint-Ordre des Traditions de Lady Laura Alcombe. Et donc, du coup, je m'étais fait un copain. Ouais, c'est vrai qu'on avait créé des ordres. J'en avais créé un aussi. Ouais. L'ordre militaire et souverain de l'épée et du sceptre. Oui. David, quand est-ce qu'on s'était rencontrés en jeu pour la première fois ? Est-ce que c'était à la partie de fin de chronique à Lyon en 98 ? Je suis pas sûr. Parce que 98, j'étais encore en Corse. Je pense que c'est le conclave, le gros conclave à Lyon. Il y a une partie régionale où il y avait un bisbee avec Barabas qui était en fait un sétite qui voulait se ranger du côté de la Camarilla et tout le monde était là pour le juger, tout ça. Et t'avais un légat de François Villon qui s'était pointé pour poser les couilles sur la table et dire ouais, la Carta Delfinae, moi je m'en bats les steaks. Non, c'est François Villon qui commande. C'était assez tendu. Et puis après, voilà, il y avait eu le scénario. Et c'est là où j'avais rencontré pour la première fois Milouz, qui jouait Hans Sauer, et aussi Sylvain, qui jouait Tonio Corleone. Et alors là, moment mythique, à un moment donné, t'avais des sétites qui couraient un peu partout. Et là, t'as Tonio et Hans Sauer qui se regardent. Bon, va chercher le matos. Et donc, ils disent en jeu les miteuses et tout ça et tout. Allez, à la chasse aux sétites avec Hans Sauer et Tonio Corleone. C'est complètement surréaliste, mais bon, voilà. Et oui, c'est aussi là où j'avais rencontré Raph pour la première fois. Et où il m'avait filé en fait son blanc make-up forever pour me foutre du blanc sur la tronche. Et que j'avais gardé avec moi et que j'avais gardé comme un artefact sacré. Et des années plus tard, au dernier conclave, la première fois que je l'ai vu, je dis Raph, voilà, on lui fait la bise et tout. Je dis regarde, j'ai toujours ton make-up, maintenant je te le rends. Plus de 20 ans après, quoi. Vos meilleurs souvenirs de jeu, ensemble ou pas d'ailleurs, qui vous revient à l'esprit? Il y en a pas mal, hein, en fait. Ouais, il y en a pas mal. Hein. Moi, il y en a aussi effectivement plusieurs. Il n'y en a pas un seul qui m'a marqué plus que les autres. Mais déjà, mon premier conclave de Grenoble, où j'ai commencé à rencontrer des personnages qui ont été importants pour Philippe de Morgon après, en particulier Quentin, qui après a été remplacé au niveau du mentorat par le personnage de Yann que j'ai croisé pour la première fois au conclave de Paris, je crois. Il était pieds nus sur le carrelage. Je me rappelle, en toge, il était en toge pendant le conclave de Paris. Il devait peler, le pauvre. Oui, il est habillé à la romaine. Ouais. Après, il y a aussi des parties que j'ai fait à Versailles aussi, où j'étais toujours super bien accueilli. D'ailleurs, à Versailles, c'était le seul endroit où je jouais pas en intraventrou, en fait. Enfin, je veux dire, c'était j'ai eu des interactions avec le plus grand panel de clans dans mes parties vampires, c'était à Versailles. Sinon, le reste, c'était effectivement toujours en intraventrou. Les grands moments, c'est en général, sinon c'est les conclaves à chaque fois. Tout le monde l'a cité, mais Carcassonne, rien que pour le lieu, c'était déjà magique. Après, effectivement, pour le reste, je pense que nous, Ventroux, on en a vu moins que les autres parce que on a passé beaucoup de temps à faire de l'intra-Ventroux, mais ça reste quand même rien que pour les images qui restent,
c'est quelque chose. Mais tous les conclaves auxquels j'ai pu participer, c'était à chaque fois quelque chose de magique parce que toutes les équipes qui s'occupaient du conclave avaient à cœur de faire quelque chose justement qui serait important dans la vie du jeu. J'ai un souvenir je sais plus si c'était un conclave à Grenoble ou une grosse partie régio où on avait un directoire et c'était mon premier directoire avec vraiment beaucoup de gens. Et j'ai une image de Hugues Desarcy avec sa fourrure, sa cape d'hermine, tout. Et derrière, il y avait un écran avec un vieux porno des années 80 avec des vampires, un truc. Mais c'était un film érotique porno, c'était limite, tu vois. Et C'est sûr que c'était pas le Chevalier de la Barre. c'était Grenoble, c'était à Grenoble. Et Non, c'était Hugues Desarcy, ça. Ouais. J'ai entendu parler. C'était juste extraordinaire de devoir garder sa concentration, rester en jeu dans le perso. Voilà, il y avait le dauphin, quoi. Enfin, voilà. Et derrière, il y avait ces images. Voilà, c'était un grand moment dans un directoire. Et il y avait que lui qui était capable de faire ça et d'assumer, Raph, de nous faire subir ça en directoire. C'était rigolo. Discipline, fortitude. Des preuves, c'est fait exprès. Fabien, tes meilleurs souvenirs de jeu? Alors, j'en aurais deux diamétralement opposés. Le premier, récent, c'était le dernier conclave 2015, où avec le Bars, donc la fameuse attaque où Salluste s'autosuicide en ouvrant les fenêtres, alors que je lui gueulais de ne pas ouvrir les fenêtres, mais bon, ça a dû faire plaisir à nombre de Brouja. Et là, donc ça attaque de partout, et là je comprends pas, il y a des Malk et des Nosferatu qui me prennent pour me sauver, donc qui me cloquent, qui m'emmènent à l'étage, et qui me laissent dans une salle en me disant c'est bon là, monsieur Le Bars, vous êtes en sécurité. Et il se rebarre, il ferme la porte. Et là, je me retrouve dans une pièce avec d'Aquitaine et le cardinal Simon. Et le cardinal Simon, donc Jérôme, qui se retourne délicatement à côté d'Aquitaine et qui lui demande, qui susurre en disant est-ce que monsieur Le Bars est-il vraiment en sécurité? Et là, donc la sueur qui commence à couler. Et là, je leur dis, déconnez pas les gars, quoi. Je suis quand même archonte. Ça, c'est les 2-3 secondes. Et je pense qu'à ce moment-là, Jérôme étant dans le compte et sachant qu'il y avait une deuxième partie, deuxième soirée, qu'on était dans le début de la partie, a pas détruit mon personnage pour me laisser le plaisir de pouvoir continuer. Mais voilà, c'est passé limite. Un gros moment de solitude. Voilà. Surtout quand je lis après les différentes coteries. Tu vois effectivement la saloperie qui était. Voilà, tout à fait. Et donc ça c'est le truc récent. Et ensuite au niveau poilade, par contre, nous ce qu'on s'amusait beaucoup avec Gonze, c'était qu'on avait un principe, c'était essayer de limiter le maximum l'utilisation des disciplines et tout essayer d'aller dans la chat, les plans, les trucs comme ça. Et ce qu'on adorait, c'était parler et tout. Et je me rappelle alors je sais plus si c'était une partie natio ou un conclave à Versailles-Saint-Quentin sur une péniche. Un conclave. Et donc, c'est le début et tout ça. Et puis, il y a plein de jeunes joueurs qui arrivent et tout, leur début. Et on voit une jeune demoiselle, donc le sport préféré à deux, Camarilla, c'est-à-dire qu'on l'emmène derrière un arbre. Et bien sûr, on lui pompe le cerveau. Et en gros, la demoiselle nous apprend au détour d'un bosquet que c'est alors je crois, une cétite. Et on se regarde avec Gonzo et on se dit, oh purée. Et donc, on lui dit, ça tombe bien. On connaît quelqu'un qui est un ancien féru de connaissances et qui écrit des tomes sur les clans spécifiques et qui là en ce moment est en train de faire un gros volume sur le clan des Sétites et qui serait ravi de vous voir. Et donc on rentre dans la péniche, on est à l'extérieur, on rentre dans la péniche, on lui montre la personne en question, on lui dit allez-y vous présenter, et, il sera ravi. La personne arrive, parle donc à cet ancien et je pense que cet ancien se reconnaît. Vincent se lève, un peu interloqué, avec Salluste. Mais oui. Regarde la salle, lève la main et dit « Excusez-moi, hors jeu, y a-t-il quelqu'un qui a 6 ou plus en célérité ?» Personne ne bouffe. Et là, Vincent qui dit « Alors, ce que vous voyez, pour la plupart, vous voyez rien en fait. Vous voyez rien. C'est la tête de la demoiselle qui tombe par terre, un petit peu de sang qui gicle, et Salluste qui se rassoit et qui range son épée.
Voilà. Ouais. Donc, la demoiselle, bon, c'est dommage, hein, c'est le jeu, ma pauvre Simone, hein, faut jamais dire ce genre de choses à des salauds. Et au moins, ça a permis de mettre un petit peu de fun dans cette partie Natio dès le début et de poser, je pense que ça a aidé aussi un petit peu à poser aux personnes qui ne connaissaient pas le personnage de Saluste, Ouais. un brin Extrémiste. légèrement. Et c'était pas prévu, hein, tu sais, c'était Et pas non, du tout. non, mais c'est ça. Pas du tout. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, bah, il faut que je le joue. On t'a vu réagir, on a vu le blanc, on s'est dit ah ouais. Et puis, mais franchement, la réaction était magnifique. Et c'est pour ce genre de. Alors, désolé pour la demoiselle, Bah ouais, désolé bien pour le sûr. compteur qui sûrement derrière avait un truc à faire pour elle au niveau du plot, mais c'est pour ce genre de choses que tu joues, quoi. C'est pour ces moments de fun total où tu es un gros chien dans un jeu de quilles, quoi. C'était ta première Exactement. séance en plus, je crois. Elle avait déjà interprété ce personnage ou c'était... Non, je pense que c'était un nouveau perso. Ah bah Un nouveau non, perso, je veux hein. dire, non, je pense que quand tu joues ces titres, tu fais pas ce genre de conneries, quoi. Non, je connaissais ni la joueuse ni le personnage. Ah non. Et Bah dommage, et vrai. c'était l'époque où on brassait un peu des joueurs un peu de n'importe quelle cité. Et à un moment, faut imposer des règles, autant en jeu que hors jeu. Si je peux pas réagir autrement, je verrai a posteriori qui était le compteur, mais tu peux pas laisser passer ça. Et à un moment, tu te dis, ça va être autant une règle que tu vas poser hors jeu que en jeu. C'est-à-dire que les gens doivent savoir que tu peux pas arriver en soirée en disant salut, je suis ces titres. Ça ne marche pas. Voilà. Non, puis en plus, ce qui était bien, c'est que Vincent étant Vincent, voilà, on avait des anciens, il y avait des anciens qui étaient interprétés plus ou moins cool et plus ou moins. Vincent, on savait qu'il y aurait une réaction. Avec 20.100 et pas le gonze. Donc avec le gonze, on s'était dit il va y avoir un truc parce que parfois tu dis avec des anciens, le nombre d'anciens qu'on a maltraités, aucune réaction de l'ancien ou même des anciens là à côté, quoi. Tu te dis putain mince. Là, Saluste, on savait qu'il y avait quelque chose à faire. Par contre, on était prudent, on a quand même laissé 15 mètres de marge, de manœuvre. Pour pas salir le costume, enfin les éclaboussures. Voilà. Alors c'est marrant, tu mentionnes cette partie sur une péniche, parce que moi aussi j'ai fait une partie sur une péniche, mais je pense pas que c'était la même. C'est la seule fois où je me suis retrouvé en jeu avec toi, Jérôme. D'ailleurs, tu te souviendras certainement pas de moi parce qu'on n'a eu aucune interaction. Je t'ai regardé de loin, très effrayé. Tu étais lunaire. Mais bon, voilà, ce qui s'est passé pendant cette soirée, qui était vraiment très très marrante pour moi, c'est j'ai eu une altercation avec Jade. Et Jade, tout au long de notre vie en jeu, on a toujours eu cette animosité quelque part. Et donc ce jour-là, elle venait toujours me chercher des noises. Et moi, je me disais, en tant que joueur, je me dis, ouais, putain, attends, aller à Versailles, perso moulé à la louche. Si je lève le petit doigt, si je dis quelque chose, je vais me faire cratériser, quoi. Et donc là, j'y vais. Elle vient et commence à me péter les noyaux. Et là, je dis, bah, c'est bon, allez. Regardez froid. Je me dis, allez, vas-y, je te challenge. Regardez froid. Le regardez froid passe. Elle le joue super bien, quoi. Elle me regarde et tout, et elle repart, en fait, en rampant sur le sol et tout. Et puis moi, je garde ma composition, tout ça. Je me dis, ouais. Et donc, ouais, c'était un super moment. Et c'est marrant parce que Peggy, elle est absolument adorable. Je l'embrasse d'ailleurs, plein de bisous. Voilà, j'espère qu'elle se souviendra aussi de cette partie, mais moi, ça m'a marqué. Ça m'était resté, quoi. Voilà. J'ai aussi un souvenir de péniche, d'ailleurs. C'était dans la première année. Hein. J'ai une scène, je crois que je croise Pierrot, le Nosferatu. Enfin, il m'appelle pour discuter à part. Grave erreur, parce que je crois que je me fais pieuter. Et donc, il me demande d'interpréter en fait un double d'Esteban. Il y avait une scène de procès, voilà. Et j'étais un témoin clé, donc je devais témoigner en faveur de quelqu'un. Et en fait, je me retrouve en fait à interpréter Esteban, enfin le double d'Esteban, qui doit en fait, au contraire, enfoncer celui que je devais défendre. Et donc, je me souviens de la stupeur quand j'ai annoncé que dans mon témoignage que j'allais à l'encontre de ce que j'avais annoncé en tant qu'Esteban. Et donc, je me suis levé. Après, je me suis retiré. Donc, il savait pas si j'étais moi-même ou si j'avais été dominé ou je sais pas quoi. Donc, il y a eu un grand moment flottant. Donc, ça, c'était assez drôle, ça. Donc, ça, c'était encore un souvenir de péniche, ouais. Et c'était un conclave, ça? C'était un conclave? Je sais plus. Il y a eu un conclave. Et je sais que t'étais là, Vincent. Ouais. Et t'étais à la table du tribunal.
On a fait des parties classiques sur des péniches. Ah aussi, d'accord. Aussi, sur Paris, on squattait les soirées goth de la péniche Concorde Atlantique. Oui, bien sûr. Ouais. Et il y a eu le conclave sur la base de loisirs à Versailles, dont une des soirées était sur une péniche, en effet. Exactement, c'est ça. Donc la question, c'est est-ce qu'il y avait plein de goth autour ou pas? Donc c'était la soirée Concorde Atlantique, ça là. C'était pas un conclave, donc. Ouais. Mais c'est pas mon souvenir de Camarilla le plus fort. Après, je vais en parler parce je pense qu'il y a très peu de monde qui a dû voir cette scène-là. C'était à Orléans. Oui. Donc merci à Orléans. On s'était, plus ou moins lié d'amitié avec un personnage, Giovanni à Orléans. Tu vas te souvenir? Oui, il y avait une Giovanni, mais qui était adorable. Hors jeu, la personne était adorable. Et donc elle jouait. Je crois qu'elle parlait donc avec les morts. Et donc ce qui se passait, c'est que donc Esteban avait perdu son amour, qui était donc interprété par Norjuan. Donc elle nous avait dit qu'elle était capable de parler avec les esprits des morts. Donc ce qu'on a fait avec Norjuan, qui jouait son autre personnage, et donc elle a invoqué son esprit. Et donc on a joué en fait la scène où je vois en fait l'esprit de son personnage qui m'apparaît, et on a eu donc une scène d'interaction extrêmement forte, où je dévoilais un truc que personne n'avait vu parce que j'étais hyper psychorigide comme personnage, mais j'avais dévoilé ma facette plus romantique et amoureuse, et donc j'avais avoué mon amour devant elle, et on a fait pleurer en fait la Giovanni, mais vraiment. Wow. Ouais. Franchement, donc c'était un moment mais de summum de roleplay. Je crois qu'on était 4 dans la scène, c'est dans une pièce à part. Je me souviens que c'était un local, donc on s'était mis donc à part, on avait tout éclairé à la bougie, et c'était un moment magique vraiment de roleplay de ultra haut niveau. Et donc la fille, elle a craqué en fait, on l'a fait craquer. C'est génial. Ah, et ça alors, moi qui pensais que, en fait, quand t'es arrivé sur Paris, tu venais d'être libéré par une tribu de Sétites qui t'avait gardé le cœur. Bah non, en fait. Esteban avait un cœur, oui. Non, mais moi, par contre, ça m'est arrivé à Versailles, ça. Qu'on te pique le cœur? De me faire piquer. Il y avait eu un scénario où il y avait plusieurs vampires qui s'étaient fait piquer leur cœur. Là, je sais même pas si je l'avais récupéré au final, mais voilà. Est-ce que ça change quelque chose, franchement? Non, parce que ça ne sert à rien. Non. Alors pour moi, mon meilleur moment, il y en avait un donc que j'ai déjà évoqué, c'était la partie nationale Ventroux en 99, où donc les Ancilla prometteurs étaient passés au crible devant la grande cour, donc c'était super impressionnant, quoi. Tous ces anciens, donc voilà, d'être en génuflexion pendant une bonne demi-heure, quoi. C'était super long. Donc là, c'était vraiment le moment, c'est go big or go home, tu vois. Donc c'était soit je me faisais dépouiller socialement et c'était mort, c'était fini, soit voilà, je marquais des points et puis je rentrais dans le club des grands, quoi. Et donc du coup ça a marché et je suis rentré dans le club des grands, donc ça c'était vraiment un grand souvenir pour moi. Et puis le deuxième, le dernier conclave, c'était géant, c'est un truc à part. Pour moi, je le garde à part. Il y a des trucs qui se sont passés. Je me suis pas super impliqué dans le scénario et tout ça, mais pour moi, le dernier conclave, si tu veux, c'était un petit peu tu sais, comme les gamins ils font aujourd'hui, tu sais, ils regardent en fait un playthrough en fait de jeux vidéo. Ils jouent pas au jeu, mais ils regardent quelqu'un d'autre jouer le jeu. C'est ce que j'ai fait. Je me suis baladé, j'ai vu mes vieux potes jouer, tout ça et tout. Je me suis baladé, j'ai regardé. Grosso modo, c'est tout ce que j'ai fait, quoi. J'ai gueulé un peu en directoire, mais c'était tout. Et pour moi, c'était bien. C'était mon petit bonheur. Voilà. Ah oui, j'ai parlé aussi aux joueurs qui jouaient Armand de Monjour. Je suis allé le voir, je lui ai dit, ah putain, c'est toi, mais t'es une légende, mon gars. Ah putain, attends, quoi? Ah ouais, t'as une 2 cases. Tiens, je recule. 3 mètres, allez, 2 cases. Enfin, Jean-Christophe. Donc ouais, l'autre moment, c'était sur la fin, à Versailles. De Rochefort était devenu en fait le pupille d'un archonte, Carnifex, Abélard, interprété par Vincent Fortin, ma couille, kudos for you, gros bisous. On était dans cette salle à Versailles, en fait c'est un espèce de théâtre ou quoi, ils avaient des sorties de secours, et avec les sorties de secours, il n'y a pas de lumière, il y a juste le bouton vert exit, tu vois. Et donc on prépare la scène. Donc je rentre, et là c'est tout noir, il y a juste la lumière verte qui descend sur Vincent, déguisé en Abélard, assis sur une chaise, donc en fait la lumière, tu sais, qui le monte comme ça. Et là, j'arrive et je me dis, ah
putain, j'ai bien fait de prévoir un slip de rechange. Je me souviens plus exactement ce qu'on s'est dit, mais cet enfoiré, quoi, il foutait les pétoches, quoi, parce que bon, il en impose quand même, hein. Je me souviens vraiment pas ce qu'on s'est dit, mais bon, c'était super intense. Il l'a joué vraiment intense et voilà, c'était vraiment cool. Après, il y a tellement d'autres moments qui étaient bien, mais bon, voilà, si je peux en retenir 2, ça va être ceux-là, quoi. David, ouais, peut-être. À part des longs directoires ennuyeux dans des salles sombres avec des gens plein de poussière. C'est bien, tu réponds à une question qu'on a posée précédemment comme ça. Ouais, non mais voilà. David, j'ai organisé des directoires régionaux. Tu vois, les nationaux, ça ne suffisait pas. J'ai organisé des directoires régionaux en Île-de-France. Ouais. Nous, c'est qu'on en demandait, tu vois. Ouais, non. C'est pas ça qui m'a fait venir chez les Ventrous, je te dirais. C'est ça qui m'a fait aussi créer un perso Nosfé et un perso Gangrel à côté. Quand il y avait trop de Ventrous, je disais, oh putain, on est assez pour faire un directoire. Bon, je sors le Gangrel, ça va le faire. Je serai au grand air. Mais j'ai des souvenirs quand on avait monté l'assaut à Paris à une époque. On faisait des parties en extérieur et on avait fait des parties dans un café qui est le long des colonnes du Louvre et c'était super bien. Donc on n'y était pas resté longtemps parce que c'était pas officiel, on faisait genre, voilà, on était clients. Mais après on jouait en extérieur et je me souviens du regard des gens quand ils nous voyaient passer costumés. Enfin, moi j'avais un costume noir avec beaucoup de dentelles et de jabots, une cape immense qui flottait. Je marchais un peu vite, la cape s'envolait, je prenais tout le trottoir et le regard des gens et des gens qui disaient mais c'est un vampire, mais des jeunes et tout et c'était super rigolo. Au-delà des excellents moments que j'ai pu passer entre joueurs et avec des conteurs qui avaient fait des efforts de scénario fantastiques. Enfin, j'ai vécu des trucs tordus comme pas possible, mais fantastiques après quand tu vois comment ça se déroule. Mais j'ai un très très bon souvenir de ces parties en extérieur et de devoir rester dans le personnage tout en étant plus dans un espace vraiment de jeu, enfin pas dans un espace de jeu confiné. Et ça, c'est super bien. C'est super bien. Merci beaucoup pour ces beaux souvenirs partagés. Et si on prenait l'autre face du denier, si vous nous racontiez les choses les plus sales au sujet de vos personnages, les plus gros dark secrets. Écoute, Il y en a qui ont des choses à dire. Ouais. Ah ouais, non mais moi, attends, j'ai dominé, j'ai manipulé, j'ai kidnappé des lupins. Ah, le mytho, non? Non, c'est vrai en plus. Kidnapper un lupin. Oui, j'ai kidnappé un lupin, je te promets. Attends, j'ai une photo avec Yannick. Mais c'était à Orléans, en noir et blanc, avec j'ai la balafre dans la gueule et tout. Je m'étais pris quelques aggravés, mais je l'avais attrapé cet enfoiré. Et puis, live. J'aimerais pouvoir dire que j'ai diablé, mais j'ai jamais diablé. Oh putain, la Quelle honte. déception. La honte. Alors, il y avait un bruit qui courait sur mon perso à un moment donné, comme quoi j'étais un espèce un laçon brun infiltré ou quoi. Mais bon, c'est même pas vrai, quoi. Donc, non, j'ai rien fait. De Rochefort, j'ai jamais rien fait de sale, finalement. Enfin, j'ai menti, j'ai manipulé, j'ai dominé, j'ai effrayé, tout ça. Mais ça a toujours été dans le but de servir HDA et de servir le clan. Ça, déjà, c'est sale, ça. Un putain de bon soldat, quoi, tu vois. C'est Philippe de Morgon qui dit ça. Ouais. C'est triste à mourir, mais non, pas de dark secret, quoi. Enfin, si je peux dire, j'étais pote avec Lucien Hertz, c'est déjà assez dégueu, tu vois, dans l'esprit. Donc bon. Ouais. Mais sinon, voilà. Ok, très bien. L'homme de main, les mains sales, mais l'homme de main. Bon, les autres, allez, vous avez des trucs sales. Moi, je suis plutôt, pareil. Hein, j'ai aucune diablerie. Si. Non, attends. C'est un clan de menteurs. Non, mais... Le dernier coupable ne compte pas, parce que j'étais devenu fou. Alors, je vais expliquer. C'est ce que tous les vampires qui se font prendre disent. C'était de la folie, c'était pas moi. Non. Regarde-moi, la Oui. vérité, si je te domine, vas-y, dis la vérité, quoi. Alors, bon, moi, je suis passionné d'occultisme, donc j'avais mis dans le background d'Esteban de l'origine un petit peu d'occultisme, et j'avais créé en fait un groupe de 5 vampires qui ont été liés chacun d'entre nous par le sang.
Et ça m'a posé un problème, parce que je crois qu'on m'a accusé après d'être un sabbatique, enfin un show de Elle a un peu Voldery, hein. un petit peu, mais c'était moi je connaissais pas le principe, et donc j'avais créé ça avec 5 autres vampires qui ont après pratiquement tous disparu. On va dire ça, c'est le truc vraiment le plus sale, quoi. Oh, ça va. Non, mais la diablerie finale du dernier conclave, c'était. T'as diablé. J'ai diablé Philippe de Morgon et Xavier François-Marie Le Barthes. Ouais, pas mal. On s'est retrouvés à deux dans. Donc, ce qui fait que la boucle était bouclée magnifiquement. C'est-à-dire que mon sire, qui par ses canines m'a donné la non-vie, me l'a reprise lors du dernier conclave de manière magnifique. Donc la boucle est bouclée, c'était... Tu serais pas en train d'essayer de nous faire pleurer là quand même? J'oserais jamais. D'ailleurs, dernier conclave, la scène déchirante, mais pareil, c'était entre nous, hein, Fab. Lorsque tu m'annonces que tu me quittes, enfin, que le lien de sang n'existe plus parce que je ne sais pas quoi, où j'ai hurlé, j'ai fait un cri à la mort. Je sais pas si ça s'est entendu dans le parc, pour vraiment purger la tristesse et la détresse que j'avais. Mais c'est juste fabuleux, ça. Je pense que ça a dû expliquer d'ailleurs la diablerie à la fin, d'ailleurs, ça. Alors le dernier conclave, merci beaucoup aux orgas qui dernier conclave, c'était fabuleux. Ah oui, ça. Il y a eu, je pense, énormément de paroxysme pour une grande partie des joueurs. C'est clair, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Bon alors, Emmanuel. Oui, Philippe de Morgon, en fait, avait commis la diablerie au moment de son étreinte. Il a bu son père, il n'a pas pu s'arrêter. Ah, c'est pas mal ça. Donc dès la création, j'avais une aura qui était... et personne ne m'a jamais lu mon aura. C'est ça. Si, il y a une rumeur, il y a une rumeur autour de toi. Il y a une rumeur peut-être, mais jamais personne n'est venu me dire, parce que sinon je l'aurais dit. Enfin, c'était prévu, c'était. On balançait au sein du clan Ventrou ou pas? Si ça pouvait servir ça à notre cause, oui, bien sûr. Pourquoi il y a d'autres? Enfin, les autres le faisaient pas. Wow. Pas directement. Oui, il y a un autre truc que Philippe de Morgon a fait, juste avant le dernier conclave. Ça faisait partie des choses qui s'étaient passées juste avant. J'ai été envoyé par Bacon dans la région lyonnaise pour détruire un vampire. Ouais, Sacha Pavel. Encore lui. Que j'ai décapité, et après je suis allé dire à mon jour que c'était d'Aquitaine qui l'avait fait pour qu'il aille annexer les. Voilà. Ça passe. Sacha Pavel. Ah ouais, putain, dis donc, ouais. Il y a du gros là. Ouais, il y a du lourd là. Nous Français Ventrou. Ouais, il y a du lourd. Ouais. Moi, Ravalek, il a été lié à Sacha Pavel pendant longtemps, avec l'ordre de Sainte-Catherine de Sienne. C'était un peu un passage obligé. En fait, dans le trio de Sévigné, d'Ambreville et Le Barse, on avait chacun nos spécialités. De Sévigné, c'était plutôt le mental, le domination. D'Ambreville, c'était le physique. Et moi, j'étais le social. Moi, c'était présence, le truc. Et donc, normalement, je devais être celui qui était le plus clean. Et j'étais quasiment des trois celui le plus clean. En saloperie, qu'est-ce qu'on pourrait... J'ai diablé, oui. Mais on s'est arrangé avec Philippe II d'Orléans pour qu'il me domine, pour qu'il fasse passer ma diablerie pour une frénésie contre un sabbatique. Alors qu'en fait, dans la réalité, le sabbatique, je l'avais chopé et je l'avais diablé direct. Sinon, saloperie, enlèvement d'un marquis sur Orléans, un gangrel, qui nous faisait chier, donc je l'avais enlevé. Le marquis de Chartres? Ouais, le marquis de Chartres. Ah ouais. Ouais, voilà. Ancien ventrou sur Orléans, dit Fosca, qui nous faisait chier aussi, donc on l'a détruit. Rien que pour ça, tu mérites que je t'ai défoncé le cul pendant ton procès avec le duc d'Orléans, tiens. Voilà. Oui, je t'aime aussi. Fumier de lapin, va. Mais ça, tu ne savais pas. On a lié au sang pas mal de monde. J'ai lié au sang pas mal de monde. C'est classique, ça. Et oui, ça c'est classique. Et puis, alors, bien sûr, taper sur De Morgon au début, parce que c'était un très très bon sparring partner et que merci beaucoup Emmanuel, parce que quand tu commences ta camarilla et que tu as quelqu'un comme ça de cette qualité en face, c'est un plaisir. Et ça permet de se monter. Mais sincèrement, celui contre qui j'ai fait le plus de crasse, et inversement, c'était Gilles-François Baptiste de Séville. On n'arrêtait pas de se faire des crasses l'un l'autre. Un jour, pendant plusieurs mois, mon perso a disparu, pendant 3 mois, et tout le monde se demandait ce qui se passait. C'est qu'en fait, De Sévigné m'avait chopé, m'avait piété dans son manoir, 3 mois pour le lien de sang, tout simplement parce que ce connard, on était de la même génération,
et qu'il pouvait pas passer la dom, tout simplement pour pouvoir me passer des doms et me sortir des trucs genre une soirée, il m'avait dit la soirée, faudra que ton personnage soit toujours d'accord avec ce que je vais dire. Voilà le genre de truc pourquoi il faisait. Donc il a fait ça. Moi, pour me venger, je lui ai détruit bien évidemment un de ses serviteurs. Donc, ce qui a fait que, sans qu'il le sache, bien évidemment, donc le Gonz est parti en mode parano pendant 6 mois à essayer de savoir qui avait détruit son serviteur. Attaque sur ses influences et des trucs comme ça, qu'on n'arrêtait pas de se faire se pouiller la vie. Les influences. Il y avait un jeu d'influence chez nous. Ouais. Aussi, Les influences, c'était un truc de malade chez nous, parce que nous, on a vraiment pris ça à cœur. Au sérieux. Ouais. Ouais. La structure Archange. De Sévigné a perdu pas mal de ses influences de ma part. Il savait pas qu'il attaquait, il pensait que c'était les Brojas, mais pas vraiment du gros lourd parce que c'était du enjeu et que voilà quoi, c'est pas contrairement à des anciens qui devaient avoir des trucs comme c'est pas possible dans leur background. Nous on venait d'être créés donc c'était franchement pas voilà, pas terrible quoi. Je veux dire une destruction d'anciens, un kidnapping de marquis, truc, c'est ce que tout le monde fait quoi. Truc de base. La base à vampire. Ah, c'est sage finalement. Relativement, ouais. C'était vers la fin quand HDA était plus ou moins parti. Le clan Ventroux est devenu ce qu'on avait haï au début. On est devenu clan Toréador, quoi. C'est-à-dire que quand on n'avait pas le pouvoir, on courait après le pouvoir comme des fous. Et puis après, tout le monde, il y a eu une phase. Il y a eu une phase Toréador, puis après ça a été la phase Ventroux. Tous les princes devaient être Ventroux, les marquis devaient être Ventroux, les joueurs voulaient être Ventroux et tout ça, donc ça a explosé. Et voilà, donc le pouvoir corrompt en effet, et le clan Ventroux c'est un petit peu parti en déliquescence avec trop de pouvoir, trop de... On est devenu ce qu'on haïssait. Je pense qu'à un moment donné, même quand tu avais des gens qui voulaient jouer Ventroux, les Ventroux en place, on avait consciemment ou pas l'intention de trier le grain de livret en amont. C'est-à-dire que voilà, on essayait de dissuader des joueurs si on pensait que c'était pas vraiment pour eux de venir jouer Ventroux, parce que c'est vrai que c'est très particulier. Et si tu veux être un bon Ventroux, c'est-à-dire que déjà prendre du plaisir à jouer Ventroux, parce que c'est pas évident. Et aussi arriver à t'insérer dans le jeu et à être productif dans ce jeu-là, qui est quand même assez restrictif finalement. C'est pas évident quoi. Donc on voulait essayer au maximum d'éviter d'avoir des erreurs de casting. Donc ouais, je pense que c'était aussi quelque chose qu'on faisait un petit peu consciemment. C'était quelque chose de vrai à Orléans. Je sais pas si c'était vrai ailleurs. On était devenus élitistes, c'est sûr. Mais parce que la première génération, elle avait grimpé à la force des poignets quand même. Hein. On avait gagné une statue. Moi, j'avais commencé nouveau-né, après passé en Scylla, puis après prétendant, et tout ça, ça s'est fait par étapes. Et donc c'était vrai pour un petit peu tout le monde. Donc quand les joueurs de la première génération, en fait, on avait un statut établi, on avait tellement travaillé, on avait déployé tellement d'énergie qu'on avait récolté ce qu'on avait semé. C'est ça. Et donc on voulait pas que tout ça soit détruit. Donc oui, mais en même temps, quand tu lis les bouquins de White Wolf, le clan est élitiste. Ouais. Les sires choisissent sciemment leurs enfants quand même. Donc on était cohérents en fait. Et puis aussi, quand tu joues Ventroux, tu joues pas ta fiche de perso, quoi. Si tu joues ta fiche de perso quand t'es Ventroux, t'es déjà mort. Ça veut dire que t'es pas un bon Ventroux quelque part. Si tu joues Ventroux, il faut que t'envoies, quoi. Il faut que ça marche, il faut que t'aies une certaine présence. Un bon sens du sinon jeu. Tu seras jamais crédible. Ouais. Et ça, tous les costards Armani du monde pourront pas te sauver si tu joues pas correctement. Tu peux pas bien arriver les mains dans les poches. Déjà, il y a beaucoup le travail d'influence qui se fait chez les Ventroux et qui te permet d'arriver préparé et puis de savoir improviser et t'adapter à la situation. Et puis tout le temps qu'on passe en directoire aussi est un peu chiant parfois en tant que joueur, mais ça t'apporte énormément de contacts, plein de choses, un sens du jeu, la profondeur du clan, tout ce qui se passe, etc., et qui te permet de rebondir. Tu viens pas juste avec un beau costume ou pour les filles, une belle robe, un éventail, du maquillage, et puis tu parades et t'auras une heure parfaite. Non, si t'es Ventroux, il y a un peu de fond quand même. Il y a du travail. Un peu, oui, beaucoup. Ouais, non, mais il y a beaucoup de fond. On en parlait au début, mais c'était probablement le clan le moins mixte de la Camarilla. Ouais. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Étonnant. Ça c'est l'effet directoire, je pense. C'était pas très sexy quand même sur le papier, ça faisait pas trop rêver. Non, Ouais. oui.
On donnait l'impression d'être une grosse entreprise, en fait, avec que des cadres. Bah, Archange, c'était ça. Oui, bien sûr. Les directoires, justement, ça prenait quelle forme? Sur une partie donnée, tous les ventrus y étaient invités? Est-ce qu'on y allait y raconter sa vie et présenter ses enfants? Qu'est-ce qu'on y faisait en fait? Invité, t'es convoqué. Convoqué, d'accord. Ok. Convoqué. On était obligé d'être là. Ah D'accord. ouais. Ne pas y être, c'était cracher au visage du clan. Hein. T'as pas de mot D'accord. d'excuse là. Ah ouais, non, c'est clair, ouais. Y a pas de mot Enfin, d'excuse ou en de tout cas maman. au visage des anciens. Bon. Et autant que certains aient eu envie de le faire, ils venaient quand même au directoire. Enfin, Ah ouais. je parle pour moi. Et après, effectivement, on parle de ses parents en se présentant tous Voilà. un par un. D'accord. Donc ça, c'est la partie chiante, mais qui dure la moitié du directoire, puisque c'est très long. Les lignages, ouais. C'est Oh là là. obligatoire. C'est une tradition. Ouais. Plus t'es jeune et plus t'en as. En plus, c'est ça qui est atroce. Hein. Les anciens, ils sont tranquilles, ils en ont que 2 ou 3 à citer, mais. J'ai retrouvé mon carnet où je l'avais noté, ma lignée. Ouais. Après, quand il y a des anciens qui sont un peu taquins, il faut réciter les traditions aussi. Ouais. Oh là là. Mais c'est pour se chauffer, en fait, tout ça. Après, ça devient intéressant parce que c'est quand même l'avenir du clan qu'on discute au directoire. Et effectivement, c'est à ces moments-là aussi qu'il y a des places à prendre pour évoluer dans la hiérarchie Ventrou. Ouais, parce que pour nous, en fait, tu avais toujours la hiérarchie. Enfin, on avait l'avancement intra-ventrou, donc la hiérarchie dans le clan, et la hiérarchie dans la Camarilla. Donc il fallait qu'on avance dans la Camarilla et aussi dans le clan. Quand tu avais un minimum d'ambition, donc en fait, Et c'était souvent difficile de jongler avec les deux parce que, enfin, c'était pas toujours facile d'avoir et la promotion Camarilla et la promotion intra-Ventrou. Des fois, c'était antagoniste. Ouais, absolument. Le jeu d'influence était super intéressant en directoire. Voir qui était assis où, déjà, c'était un bon signe. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, carrément, ouais. Comme à la cour du roi. Ah ouais, mais c'était grave ça. Et t'arrives en retard, t'es debout, et là, tout le monde ne voit que toi pendant tout le directoire, parce que t'es le seul debout. Ou tu fais partie des 3 Pékins qui étaient en retard et qui sont debout. Donc tout le monde ne voit que toi pendant tout le directoire. Sauf quand c'est un ancien qui arrive en retard, et là, t'es le plus jeune, ou tu te sens obligé de te lever pour lui laisser ta place. C'est obligé. Alors, petite anecdote de directoire, blague interne, j'avais commencé avec RPG, c'est que pendant un directoire régional, je crois, il y avait Hugues Desarcy, donc on se présente. À l'époque, mon perso était relativement bien positionné, donc je devais me présenter genre en 3e ou en 4e. Et donc, je présente mon lignage. Il y avait RPG qui était là, et je finis en disant de la lignée d'Ifosca, qui est pas du tout ma lignée. En plus, je crois qu'à l'époque, je devais être maréchal de France, un truc comme ça au niveau interne. Donc, en gros, c'est moi qui m'occupais des lignées. Donc, un peu blanc dans le directoire, Hugues Desassis qui me regarde et qui fait Monsieur Le Bars, pourriez-vous vous représenter, s'il vous plaît? Donc, je me représente et je continue. Donc, très bonne présentation. Et je finis par de la lignée du Fosca. Et donc là, bien évidemment, mes amis et soutiens, c'est 2 Sévigné qui regardent Hugues Desarcy qui dit « Oh, mon Dieu, je pense il est possible que Monsieur Le Bars ait été dominé ou pire. » D'Ambreville, bien évidemment, saute sur l'occasion, prend un pieu et me piote. Et je passe toute la soirée du directoire dans la pièce d'à côté. Ça se termine par Hugues Desarcy en jeu, qui bien évidemment, à la fin du directoire, vient voir mon personnage qui était pioté pour savoir ce qui s'était passé. Je ne sais plus en jeu quelle connerie il a sorti. Ce que j'ai appris par contre hors jeu, c'est que j'ai passé les 2 ou 3 heures de directoire dans une salle d'à côté, tout simplement parce que Gonzo avait eu la bonne idée de se dire « Et si on allait faire chier Fabien ?» Et en jeu, son personnage avait convaincu Hugues Desarcy de me manipuler, de me dominer, pour faire la sortie et à la fin sortir la lignée d'Ifosca. Voilà. D'accord. Voilà comment on passe 3 heures tranquillement dans une salle d'à côté en loupant tout le directoire régional ou national, je sais plus ce que c'était, et passer pour un pignouf. Bon, ben, c'est pas très propre, c'est pas très glorieux, mais est-ce que c'est très répréhensible? Je ne sais pas. On a non, entendu mais on s'amuse bien après. Ouais. On s'amuse bien après. J'entends que vous y avez pris beaucoup de plaisir hors jeu, malgré ces contraintes, comme vous disiez, malgré des directoires un petit peu longs. Je ressens beaucoup de passion, en tout cas. Et beaucoup de cohésion aussi, finalement, sur votre clan. Ah, mais totalement. C'est ça le truc, c'est-à-dire qu'on pouvait se tirer la bourre et se faire des crasses et tout ça, mais bon, quand il y avait un problème au niveau national et voilà un risque pour le clan Ventrou dans son ensemble, c'était vraiment l'union sacrée, quoi.
À part Oui. peut-être quelques éléments Merci. vraiment. De Morgon. Non, Non, même je suis pas pas. sûr, Même, hein, même pas. je pense pas, même pas Non. de Morgon, non. Mais dans l'ensemble, ouais, c'était ça, quoi. Tout le monde regardait dans la même direction. C'est comme une relation de couple, hein. C'est ça l'amour. C'est de regarder dans la Ouais. même direction. Oh, que c'est beau. Et la direction en question, c'était Villon. Donc tant qu'il y avait Villon au pouvoir, c'était très bien. Et quand il est parti, ben là, tout de suite, ça fait un trou, quoi. Ah, vous aviez plus d'ennemis communs. Bah non, Eh ouais, Mais c'est ça. voilà, ce qui fédérait. Et après, bon, bah ça Ça. a explosé, hein, parce que chacun tirait pour lui, pour sa chapelle. Et C'est le secret. Tu veux te défaire du clan Ventroux, enlève la cible. tu le mets en position de pouvoir, et là, c'est bon. Hein. Et après, voilà, c'est mort. Là, après, ils se tirent la bourre entre eux et c'est bon. Ils vont se foutre la misère tout seuls comme des grands. C'est l'éternel directoire, en fait, après. Ouais, c'est ça. L'éternel directoire. Ouais. La France est un directoire. Il y avait un énorme paradoxe chez nous. Et tous les clans sont invités. Ouais, c'est qu'on était peut-être probablement un des camps les mieux informés avec toutes ces directoires. On ressassait tout ce qui se passait de manière hebdomadaire. Hein. Enfin, on pouvait tout savoir hein, dans toutes les cités. Mais en fait, on avait très peu de temps pour agir parce qu'on passait tellement de temps en fait à exposer les informations et puis les différents plans que on les mettait pas forcément en œuvre dans les temps. Donc, il y a des choses qui nous échappaient. En fait, on aurait dû avoir une activité ventrue à plein temps, quoi, pratiquement, pour être efficace. Mais bon, heureusement qu'on avait les outils mail, internet et téléphone mobile. Hein. Parce que là, ça y allait. Hein. À un moment donné, en fait, on était obligé de stopper tellement ça allait vite. Moi, je me souviens que, comme je travaille chez un opérateur, je t'explique même pas. C'est-à-dire, je recevais des coups de fil, en fait, au bureau pour gérer, en fait, des complots heure par heure, en fait, dans toute la France. Donc, c'était du délire intégral. Hein. Donc, au bout d'un moment, on était obligé de stopper parce que ça allait beaucoup trop vite. En fait, il se passait toujours quelque chose. Et donc pour éviter donc les statuts qui allaient voler dans le prochain directoire ou tel complot qui allait se situer à l'autre bout de la France, il fallait trouver en fait un juste milieu entre le plaisir de jouer entre les parties et puis de faire du jeu supplémentaire qui allait avoir des conséquences dramatiques ensuite dans les différentes parties des cités. Enfin, c'était vraiment spécial. Ça vous a coûté beaucoup de temps hors jeu, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez capitalisé sur toute cette expérience? J'ai envie de dire, de surcroît avec ce jeu politique Ventroux, est-ce que vous en avez tiré quelque chose dans votre vie quotidienne, voire professionnelle? Moi, ce que ça m'a apporté, c'est j'étais extrêmement timide, je le suis toujours un petit peu, mais grâce à toutes ces années de vampire et d'être obligé justement, en tout cas en directoire, de parler avec des gens que tu connais absolument pas et que au début, ou des antagonistes qui sont dans ton camp. Oui, ça m'a appris à mieux accepter de discuter avec des gens que je connais pas forcément très bien, etc. Je suis beaucoup moins timide que quand j'ai commencé Vampire, ça c'est sûr. Après, non, le côté politique, je vous rassure, j'ai pas versé dans le complotisme ou dans l'envie de faire trébucher les gens qui me gênent, en fait. J'ai pas trouvé mon Hugues des Arcis encore. Alors, moi comme Emmanuel, c'est-à-dire que pas forcément timide, mais pas franchement à l'aise à parler en public, donc ça m'a aidé en effet à développer ce sens-là. Pareil comme Emmanuel, mon personnage pouvait être, alors pas super fils de pute, mais quand même je pouvais faire des saloperies. Moi dans la vraie vie, je suis relativement bisounours, donc je pense que l'homme est né bon. Voilà, je suis rousseauiste, donc ça m'a pas vacciné là-dessus. Je me fais toujours avoir tranquillement sur des plots à 2 balles, trucs comme ça dans la vraie vie. J'ai pas ce recul-là en me disant tout le monde est pourri et je prends trois niveaux de recul derrière et je vais être pourri avant qu'on je vais kicker avant qu'on me kick. Voilà, donc là, là-dessus, ça m'a pas changé. D'un autre côté, j'ai un peu l'impression quand même que quand je parlais hors jeu dans les parties, parfois j'entendais des personnes qui, hors jeu, se faisaient des coups de pute entre elles parce que son perso a fait tel truc, son perso a fait voilà. Et j'ai quasiment jamais expérimenté ça dans Clan Ventroux. C'est-à-dire qu'on pouvait soi-même se faire des coups de pute entre nous en jeu. Mais hors jeu, mes plus grosses amitiés, c'était au sein du clan Ventroux, quoi. Et quand j'ai revu Emmanuel au dernier conclave, c'était super sympa. Et pourtant, nos persos, moi j'ai commencé par haïr son perso, c'était mon premier truc de base quand je suis arrivé. Donc voilà, et j'ai l'impression que tout ce qu'on se foutait sur la gueule, après on arrêtait et on faisait ok, c'est juste un jeu et on arrivait à faire la part des choses.
on se faisait peut-être déjà tellement de coups de pute en jeu que plus d'énergie pour le faire en jeu aussi. Mais moi, c'est le côté associatif en fait qui m'a apporté plein de choses et qui me sert quasi quotidiennement, ou presque, quoi, parce que j'ai continué à faire beaucoup d'associatifs après, mais gérer les conflits interpersonnels entre les présidents d'asso, les compteurs, les choses comme ça, quand j'étais au CA de la CAMA. Bien sûr. Voilà, l'organisation de conclaves aussi, même si Lyon, le gros conclave de Lyon, c'est Jean-Michel qui l'a porté énormément localement, mais au national, la CAMA à l'époque a beaucoup appris de l'organisation de ce conclave, ce qui a permis d'en refaire d'autres avec succès après. Mais ouais, c'est vrai, ce côté associatif m'a vraiment beaucoup apporté. Après, j'ai fait beaucoup de théâtre avant, donc le côté jeu de rôle, improvisation, j'étais un petit peu déjà à l'aise, même si je ne l'ai pas toujours montré avec mon personnage. Mais D'accord. T'es plutôt un taiseux de nature, de toute façon, t'es un montagnard. Hein, donc, c'est ça. pour moi, non, je pense pas que j'ai acquis des compétences qui m'ont servi après dans la vie. Pour moi, la Camarilla, c'était surtout une très grande expérience humaine. J'ai rencontré des gens exceptionnels à la Cama que je n'aurais jamais pu rencontrer autrement dans mon milieu socio-professionnel de l'époque ou quoi. Je me suis fait des amis pour la vie à la Cama, même si on se voit pas souvent. René Philippe, David, Fabien, Geoffroy Pascal, qui a remplacé David au pied levé quand il n'a pas pu venir pour le dernier conclave. Gaël Bréré qui jouait le liquide, et puis aussi Yannick Dogno qui est mon frère d'une autre mère, Benjamin Dalguer aussi de Nancy. Voilà, c'est des potes avec qui on se voit toujours régulièrement. Dès qu'on en a l'occasion, dès que je reviens en France ou quoi, j'essaye. Voilà, je passe à Paris, tout ça, on essaie de se voir. Et bon, malgré le temps, malgré la distance, ça n'a pas effacé, ça n'a pas atténué nos liens d'amitié, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, je pourrais pas être plus éloigné d'un Ventroux que quelqu'un d'autre, quoi. Je suis plutôt comme Nico Gouzi, tu vois. Je suis un col bleu, socialo, voilà. Donc à fond les ballons. Et bon, voilà. Que dire de plus je vais verser ma petite larme si ça continue, mais bon, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est voilà, avec Kama, c'était quand même une grande période de ce côté-là. Et j'ai jamais vécu autre chose de similaire dans ma vie de ce point de vue-là. Voilà, je dirais. C'était quelque chose, quoi. Ouais, j'abonde dans ton sens pour l'expérience humaine. Enfin, je veux dire, c'est unique. Enfin, la Camarilla et le clan Ventru en plus. Enfin, il y avait deux expériences en plus. Ouais. Voilà, et donc c'était aussi riche, l'un que l'autre, c'était différent et complémentaire. Alors, pour ce qui est de mon cas, moi par contre, ça m'a énormément servi sur le plan personnel et professionnel. Déjà, je me souviens, des fois, il y avait la réalité qui dépassait la fiction. Je me souviens du complot de la création de l'UTC à Lacrymae. C'est limite un complot avec Raph, mais c'était fabuleux. Je me souviens d'un discours de Raph. On parle d'une réunion d'AG, où on dissolvait l'ancienne Assos pour créer la nouvelle. Et je me suis retrouvé trésorier de l'UTC à Lacrymae. Donc déjà, c'était ma première expérience associative où j'avais une responsabilité légale en plus. C'était complètement nouveau. Donc, où je devais rendre des comptes sur tout l'argent qui entrait et qui sortait. Donc déjà, ça a commencé. Puis là, je me suis rendu compte que la politique, elle commençait là, quoi. Déjà dans le milieu associatif. Et après, pour ce qui est de ma carrière professionnelle, ça m'a servi pour gravir les échelons avec beaucoup de difficultés. Sachant là où je suis, où il y a une inertie pas possible et puis une structure hyper hiérarchique qui est héritée de l'administration. Et donc, c'est même allé très loin parce que je suis devenu IRP. Donc, je suis entré dans le jeu syndical. Alors, j'aime pas du tout ce que j'y ai vu de l'intérieur, mais par contre, les directoires, moi, je les ai vécus en fait, avec d'un côté les représentants du personnel et en face la direction. Donc franchement, j'y étais, quoi. Et donc tout ce que j'avais vécu comme expérience de directoire régional, national, tout ça, c'était juste fabuleux parce que en fait, tu avais les masques qui tombaient, la langue de bois. Enfin, c'était des sessions à s'endormir, à écouter des gens sur des litanies de droit. Enfin, c'était fabuleux, quoi. Et donc ça t'a fait préparer. Ça m'avait préparé, ouais, voilà. Donc j'ai tenu 9 ans quand même à faire ça. Bon, j'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment, faut passer la main. C'est comme la Camarilla, faut passer à autre chose, tu vois.
Mais oui, moi, c'est une expérience de vie et ça m'a servi. Enfin, j'ai capitalisé à fond, hein, clairement. Excellent. Je pense qu'on a tous appris quelque chose. Alors justement, vous avez débordé un petit peu sur le hors-jeu. On aimerait bien savoir que vous devenez hors-jeu les uns les autres. René Philippe, garde la main, vas-y. Après la Camarilla, j'ai eu une autre expérience de vie qui dure depuis 15 ans, qui est encore d'actualité, c'est que je pratique les arts martiaux japonais. Et je pratique 4 disciplines d'arts martiaux. Et pour 3 d'entre elles, je suis ceinture noire. D'accord. Avec plusieurs dan, voilà. Et donc, je me suis retrouvé, en fait, à encadrer. Donc, tu vois, là encore, l'expérience ventrue, je l'ai aussi capitalisée. Parce que donc j'enseigne un petit peu et puis je dois recadrer des gens. Enfin, j'ai l'impression de revenir, tu vois, au statut parce qu'il y a le statut entre les maîtres, les senpai et les koi, donc les étudiants. Donc, en fait, je suis typiquement là-dedans, au quotidien, parce que je pratique ça toutes les semaines. Ensuite, ça a suite à la Camarilla aussi. J'ai fondé, c'est un bien grand mot, mais l'Alcheringa, donc un club de jeux de rôle. Donc on a à peu près une vingtaine et donc on joue. Donc il y a Fabien notamment qui voit très bien de quoi je parle puisqu'il fait partie du groupe actif là à l'heure actuelle. Bon toi, mon cher, c'est plus difficile parce qu'il faut se coordonner avec le décalage horaire. Ouais, j'en ai fait partie pendant quoi 3 ans, 4 ans. Ouais, voilà. Ouais. On jouait régulièrement, on faisait du Cthulhu, on faisait du NSMV, on se marrait bien quoi. Donc j'ai pas du tout maîtrisé par contre White Wolf. Moi j'étais plus INSMV et là j'ai ma grosse période Trinité maintenant qui dure depuis 14 ans quand même. Oh. Ouais, j'ai failli même écrire. Ça a failli devenir un semi-pro à un moment donné, mais ça s'est pas fait pour des questions d'études parce que je faisais une licence en fait à ce moment-là et je continue à écrire, à produire, à faire des petites choses. Donc je suis toujours dans le jeu de rôle et je suis fondu de jeu de rôle depuis. Je l'étais avant la Kama, pendant et après. Donc là c'est sûr. Et j'essaye de transmettre le virus maintenant à mes filles. Bon. D'accord. Je suis toujours hyper actif dans le domaine. Donc je suis content d'ailleurs de participer à cette émission parce que ça me permet de témoigner, en fait. Emmanuel, qu'est-ce que tu deviens, toi ? Oui, alors qu'est-ce que je deviens ? Moi, je suis toujours, on va dire, puisque j'y étais déjà à l'époque de la Camarilla. Je suis rentré en 97 à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Donc je restaure les images d'archives pour la télé française. Ça, c'est un grand métier. C'est génial. Oui, il faut aimer la télé. Et surtout les émissions françaises même avant qu'on soit nous petits. Hein. ORTF, ouais. C'est l'ORTF et après aussi, mais ouais. Donc t'es un des rares qui a vu Michel Drucker jeune ? Je l'ai même rencontré. Quelle classe. Ça a été un grand moment. Mais il est très gentil. Voilà, sinon je continue le jeu de rôle, alors plus maintenant à distance par ordinateur que sur place parce que je joue toujours avec les copains avec lesquels je jouais quand j'ai commencé quand j'avais 13 ans, donc ils sont à Amiens. Donc voilà, moi je joue de chez moi et je fais aussi du GN. Bon, pas que médiéval fantastique, mais surtout là ces derniers temps, c'était surtout celui-là. Candoria pour ceux qui connaissent, mais bon. Voilà. Et sinon, il m'arrive aussi de faire d'autres avec une association qui s'appelle Roll. Ça m'est arrivé de faire des jeux des GN avec eux. Là, ça fait un bout de temps. Depuis le premier confinement, ça a énormément réduit mon nombre de ça. Et puis, ma vie de famille aussi mais il faut réussir à trouver des dates qui correspondent. C'est jamais très facile, ça. Et puis, sinon, c'est tout. Oui, donc j'ai 2 enfants, mariés. Et voilà. Excellent. Je fais dans l'ordre de ce que je vois. Fred. Alors Fred, qu'est-ce qu'il devient ? Fred, il est expatrié en Estonie, à Tallinn, depuis bientôt 10 ans. Et donc j'ai une famille. Je suis beau papa en quelque sorte. Je n'ai pas d'enfants biologiques, mais bon voilà, j'ai 2 enfants dont je m'occupe depuis qu'ils ont respectivement 9 ans et 9 ans et demi et 7 ans et demi. Donc maintenant, vous faites le calcul, c'est facile. Il y en a un qui a bientôt 20 ans et qui est à l'armée dans la marine estonienne. Et il y en a une qui a bientôt 18 ans et voilà, qui fait ses études, qui veut rentrer dans un IAV. Et voilà, ils ont tous les deux copains, copines, tout ça. Donc voilà, c'est des grands machins qui font 1m76 et 1m92. Moi, j'ai l'air d'un nain à côté, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, avec ma bergère estonienne qui s'appelle Marilyn.
Bon, je reviendrai en France à un moment donné, mais bon, c'est pas tout à fait au goût du jour. Je travaille dans une entreprise de tech, donc je me suis retrouvé en fait quand j'étais en France, je bossais dans le bâtiment. Et donc quand je suis arrivé en Estonie, donc j'ai fait le choix de venir ici, pour mon couple, et il a fallu que je trouve que je me recycle quelque part. Donc j'ai commencé dans le support clientèle en français, et puis après petit à petit je suis arrivé à travailler dans cette boîte où maintenant je fais de la gestion de compte. En fait, je m'occupe de gérer les clients qui viennent utiliser notre software, donc en fait pour les guider, pour faire du consulting, voilà. Sinon, j'ai mes vieux potes de la Kama, donc je suis ravi de revoir ce soir. Zou, David, mon vieux René, RPG, mon vieux Fab, voilà. Il en manque quelques-uns, mais bon, voilà, s'ils nous regardent, je les embrasse aussi. Et puis ça me fait plaisir d'être avec vous aussi, Vincent et Jérôme, même si on n'a jamais trop eu l'occasion de jouer ensemble, mais voilà, on s'est croisés de loin, tout ça, mais bon, c'est marrant parce que voilà, malgré ça, tu vois, il y a quand même cette affinité, il y a quand même ce petit fil d'argent, cette petite connexion, Grande famille. et c'est ça la magie de la Camarilla. Donc, et c'est ça, grande famille. Excellent. Voilà. Allez, David. Moi, j'ai une question pour toi, Fred, parce que là, on est 5 à être plus ou moins blancs et toi, pas du tout. Donc, ton secret de jeunesse éternelle à pas avoir de poils blancs, c'est quoi? Ah, j'en ai. Si tu regardes de près, j'en ai. Mais ouais, je sais. Même Vincent, on dirait pas comme ça, mais ça se voit. Je suis blond, moi je triche. Qu'est-ce que je peux dire? La belle la figure, si. Donc moi, hors jeu, moi j'ai quitté la France et Paris fin 2005, début 2006 pour aller bosser en Irlande, où j'ai rejoint le monde, j'étais déjà un petit peu dans le monde du stockage de données, et puis j'ai été embauché par une petite start-up américaine en 2008, qui s'est fait racheter par une grosse start-up américaine qui s'appelle Oracle en 2010, que j'ai quitté les pieds devant il y a 1 an. Les pieds devant. On devait bosser pour le cloud Oracle, et puis ils ont décidé qu'ils feraient plus de stockage sur les baies, qu'ils feraient du stockage décentralisé. Donc, voilà. Et là, j'ai rejoint depuis 6 mois OVH Cloud, une petite start-up française aussi, en tant qu'évangéliste technique. Donc, je suis dans les équipes marketing maintenant. T'es toujours en Irlande? Non, je suis revenu en France en 2010, et puis là, je suis dans la région de Bourg-en-Bresse, dans un tout petit bled, où il y avait 2 rôlistes jusqu'à ce qu'ils partent l'année dernière. Donc j'ai refait un peu de jeu de rôle en vrai. Et puis... À Dron, mais il y a une fromagerie excellente. À Dron, il y a une fromagerie, ouais. On a une classe unique, CPCM2, et une fromagerie. C'est tout ce qu'il y a dans le village. On est 200. Ah oui. C'est pas Paris. Hein. Voilà. Et puis je suis marié, j'ai eu un petit garçon qui a 10 ans maintenant. Elle y suit son cours. Et Fabien, alors, qu'est-ce que tu deviens, Fabien? Alors, moi, je suis dans les ressources humaines, dans un groupe britannique. Je suis marié, j'ai 3 enfants, 3 garçons. Donc, la vie est magnifique. J'ai de la chance, on a acheté une maison avec jardin juste avant le confinement, heureusement, parce que sinon ça aurait été Shining. Puis sinon, au niveau jeu, comme dit RPG, je fais partie du club Alcheringa, donc on joue pas mal. De temps en temps, je maîtrise. Et là, je rame à fond actuellement pour essayer de trouver en physique des joueurs pour un petit jeu que je vais remasteriser qui s'appelle Ambre. Oh. Mais hélas, je n'ai pour l'instant que 2 joueurs sur une table que je souhaiterais de 4 ou 5 ou 6 voire de préférence. Mais pour l'instant, voilà, j'attends un petit peu que ça se décante. Mais sinon, on s'amuse bien. Et en effet, RPG est mon maître de jeu dans Trinité. J'ai un petit perso qui a maintenant 10 ans. 2008, 14 ans. 13 ans. 14 euros, purée la vache, et qui a réussi à ne pas se faire tuer malgré la volonté de ses comparses de faire que des conneries et de se dire si on allait attaquer bite au couteau les grands méchants. Et RPG a été un de mes 2 témoins de mariage, et Fred, qui était cuisinier et qui cuisinait très bien et qui, j'imagine, continue de cuisiner très bien, a fait toute la cuisine pour notre mariage. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Ah oui, non, pas moi. Je me souviens, tu m'avais dit, ok, ah oui, attends, tu m'avais dit, on a 33 personnes, j'ai un budget de merde. On a 33 personnes, j'ai un budget de 500 €, faut que tu te payes dessus. Je dis, ouais, bon, déjà, t'oublies la paye.
Voilà les amis. Et t'avais passé toute la nuit à cuisiner, c'était Avec ta mère. Ouais, avec ma ta mère, et tout le monde avait trouvé je- ça super. Ils se demandaient qui était le traiteur. Donc, Ouais, le traiteur, c'était Bibi. et ouais. Alors mes amis, on a dépassé les 2 heures d'enregistrement. Je vous propose de terminer sur nos 2 questions rituelles que Jérôme adore. Ouais. Ces questions Je viens que Il a pour ça, l'air en fait. super Je viens excité, que pour ça. C'est vrai qu'on t'a peu entendu. Hein. Ah ouais. Alors, non, très sincèrement, vous avez de très belles têtes. Je prends vraiment du plaisir à vous voir sourire, à raconter vos histoires, et j'ai pas le sentiment que je dois vraiment m'en mêler. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette question qu'on pose en fin de podcast, qui est l'expression ou la phrase culte que vous retenez de vos parties. Voilà, cette petite chose qui est restée, qui restera encore longtemps. Ah bah pour moi, c'est clair, hein, Fabien, tu la connais. Oui. René, je pense que tu la connais aussi. C'est ne nous emportons pas, monsieur Di Fosca. Ouais, ça, Ne nous emportons pas. Ouais, on avait Yankee qui jouait un Di Fosca, qui ensuite a joué l'ancien Di Fosca, et Yankee avait pas beaucoup de patience, et à chaque fois il sortait des plans grandiloquents et on se disait oh là là, vers où est-ce qu'il nous emmène là? Et on sentait la guerre qui allait se déclarer à chaque fois qu'il parlait, et on se disait purée la vache. D'où Fred qui avait le boulot de calmer en jeu, et parfois hors jeu. J'étais le consigliere de la famille Di Fosca. Voilà. Et à la fin, ça s'est terminé par on détruit, hein, parce que là, Ouais, on peut voilà, plus. parce que Yankee, si tu nous écoutes, désolé. Ouais, C'est on t'embrasse. on t'aime, C'est on moi t'embrasse. et Gonzo. Donc ouais, Yannick, il était à la Camarilla un petit peu comme il était dans la vraie vie, c'est-à-dire brut de décoffrage. Et il fallait pas trop le chatouiller, quoi. Donc il était plus dans l'âme, tu vois, un bon vieux Bruja des familles. Et donc voilà, d'où l'expression, c'est clair. Ne nous emportons pas, monsieur Di Fosca. Est-ce qu'il y a d'autres expressions? Ah, Manu sèche. Et moi j'ai ma devise, mais bon, je l'ai écrit par mail, hein, que la nuit nous apporte rigueur et sagesse. C'est Esteban Ayas y Sandia de Motril in a nutshell. Fabien, quelque chose? Oui, moi j'ai retenu un truc que j'utilise de temps en temps et que j'adore, qui copyright Laurent R, joueur d'Orléans qui jouait à Malcave et qui incarnait Philippe II d'Orléans, qui de temps en temps nous sortait un fuck a duck qui veut rien dire et tout dire, mais c'est tellement imagé, il y a une telle comment ça glisse, fuck a duck, une petite expression que je sors de temps en temps dans les moments où je sais plus trop où je suis, et je me dis fuck a duck. Ouais, son personnage Malcave il se baladait toujours avec son pendule. Et il l'a joué Ah au dernier oui. conclave. Oui. C'est donc lui. C'est donc lui. Je l'avais d'ailleurs surnommé à l'époque le pendule du faux cul. Oh, Et voilà. joli. Et c'est en lisant le bouquin du dernier conclave que j'ai appris que le petit malin cachait son jeu et que c'était un sabbatique en fait, infiltré. Ouais, tout à fait. Ouais. Absolument. Beaucoup de Dark Secrets. Allez, je vous pose une dernière petite question avant de vous laisser repartir en torpeur, comme d'habitude. Est-ce que, pour terminer cette émission, vous auriez une œuvre qui vous a marqué à recommander à tous nos auditeurs, soit un livre, une série, un bon whisky, Fred, peut-être? Alors là, ouais, tu sais pas où tu t'engages là, mon pépère. Hein. Ouais, non. Ah, des bons whisky, ouais, non, je pourrais. Genre, il y en a plein. Justement, j'ai pensé à cette question. Non, je dirais pas le whisky pour l'œuvre, pour la musique. Bon, je suis un grand fan de Satriani d'ailleurs. Je noterai pour le passage que j'avais vu Aching Beauty au Gibus. Je me souviens plus quelle année, mais oui, c'était 97 probablement. Peut-être. Non, c'était plus tard que ça. Ça devait être en 2000, 99 ou 2000. Ouais. Merci beaucoup. Et donc ouais, non, en fait, je me suis dit que ce que je proposerais, ça serait aux gens qui nous écoutent de venir visiter l'Estonie, parce que l'Estonie, c'est un pays qui est très peu connu et qui mérite d'être visité.
Tallinn est une cité médiévale qui est jumelée à juste titre avec Carcassonne d'ailleurs, qui a en fait une enceinte médiévale avec des coursives, des passages de garde et des tours qui sont encore en parfait état et qui datent du XIVe ou du XVe siècle, donc c'est assez impressionnant. Peut-être pas aussi impressionnant que le château de Carcassonne, mais tout de même. Voilà, il y a de belles églises. Une des églises, la flèche de l'église, était pendant je ne sais plus combien d'années le monument le plus haut en Europe médiévale. Enfin voilà, il y a une espèce une mixture entre l'ancien et le moderne à Tallinn, avec des inspirations slaves, des inspirations teutones, des inspirations soviétiques aussi. Voilà, des vestiges soviétiques. T'as le musée du KGB, par exemple. T'as le musée du jeu vidéo aussi qui mérite d'être visité. Enfin bref, c'est vraiment un endroit inattendu. Il y a beaucoup de gens qui tombent amoureux de Tallinn, donc je vous conseille de venir à Tallinn. Ça se fait en 2 jours, facile. Et si vous venez en été, eh ben, il faut sortir de la ville, parce qu'après 15 minutes dans la bagnole, vous arrivez dans la brousse, il n'y a rien, c'est la forêt, vous avez des lacs partout. Donc si vous avez envie de vous ressourcer, l'Estonie, c'est parfait pour ça. Voilà, c'est un petit havre de paix, un écrin de verdure, avec une cité à taille humaine. Voilà, il faut venir visiter l'Estonie. Belle recommandation. Merci Fred. Est-ce que René Philippe souhaite nous partager une recommandation ? J'en ai 2 qui sont très différentes. Donc c'est un ouvrage qui est un peu mon livre de chevet, c'est le Manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Ça m'a servi à différentes époques de ma vie pour différentes raisons, pour rester optimiste en fait. Parce que c'est un livre très optimiste. Alors c'est un style peut-être un peu candide, c'est une compilation en fait d'articles qu'il avait publiés dans les journaux au Brésil au départ. Et donc il y avait un fil conducteur qu'il avait compilé dans cette œuvre. Donc c'est très facile à lire et il y a beaucoup de leçons de vie. Donc ça c'est un manuel qui, surtout en ces temps très troublés aujourd'hui, peut être d'actualité. Et l'autre œuvre est complètement différente. C'est un jeu vidéo dans lequel je passe pas mal de nuits là, ces temps-ci. C'est Stellaris, donc un jeu de stratégie de conquête galactique. Avec toute la complexité propre à notre clan Ventru, mais puissance 1000. Ah oui. Il y a tout est la technologie, la politique, l'archéologie. Enfin, il y a toutes les thématiques de conquête spatiale. Manu ? Alors moi, j'ai commencé à maîtriser Culte, le jeu de rôle Culte, qui en est à sa 4e édition. En cherchant de l'improvisation, je suis tombé sur une série de romans policiers écrits par John Connolly, et c'est la série de Parker. Et il y a 18 romans, j'en suis qu'au 5e, mais c'est assez sympa si on aime le policier, avec teinté d'un peu de fiction et d'occultisme. Voilà, très sympa. Ah, David est en train de chercher. Ouais, non, parce que ça me faisait penser à un truc, mais je vais revenir à mes deux classiques. Le manuel du parfait ventrou, qui est le Sun Tzu, l'art de la guerre. Forcément. Et qui sert en toute occasion. Et un autre truc d'un gars pas connu, qui est le discours de la méthode de Descartes. Et ça, c'est vraiment mon livre de chevet. Je le lis une fois par an, au pire tous les 2 ans. Voilà, donc ça, c'est un petit peu moins léger, mais ça se lit bien. Alors, mon vieux Zou, si tu veux avoir le triptyque parfait, t'as quand même oublié le prince de Machiavel. Et là, tu auras vraiment le triptyque parfait pour être le parfait Ventrou. Ah, mais il a dit 2. J'ai rien dit, moi. Et c'est les 2 les moins épais, tu vois, regarde. Merci, David. Et Fabien, est-ce que tu aurais des choses à nous proposer ? Alors, pourquoi faire 2 quand on peut faire 3 ? La surenchère. Bien évidemment. Tellement le Barça. Je ne peux pas passer à côté de cette question sans bien évidemment être obligé de citer la série Kindred de Aaron Spelling, qui a fait Starsky et Hutch, La Croisière s'amuse, choses comme ça, et qui a fait une saison sur bien pompé de Vampire the Masquerade. Je crois qu'il y a eu des procès. C'était pas pompé, c'était Vampire, puisqu'il y avait Mark Renagan dans la production. Tu confonds avec Underworld, qui s'est pris 72 procès de la part de White Wolf. Peut-être. Et qu'ils ont tous perdu. C'est bien possible. Mais ouais, Kindred, Fabien, il n'y avait pas de Trémère et pas de Malka, je crois, si je me souviens bien. Non. Ouais. Et les vampires pouvaient sortir le jour s'ils avaient bu du sang d'humain. Bon, ils prenaient quelques petits trucs. Ça coûte moins cher à réaliser que tout de nuit.
Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, si on est dans le fond du trou, je ne saurais que recommander de lire n'importe quel livre de la saga du Disque Monde de Terry Pratchett, qu'on peut lire en unique ou tous ou un truc comme ça. C'est un humour qui pète la joie et complètement déridé et loufoque et voilà. Et ça se lit relativement vite et c'est chaque fois de la grosse bonne humeur, quoi. Et enfin, en troisième, je ne saurais que recommander la saga des Princes d'Ambre, qui est un peu le début du Game of Thrones George R.R. Martin, mais avec le sexe en moins, mais avec des gros coups de pute, des gros coups de pute familiaux, hein, puisque c'est qu'une seule et même famille. C'est les frères et sœurs qui se font tous des coups de pute, et là on se dit bienvenue chez les Ventreaux. On est une grande famille et quel coup de pute on peut se faire. Voilà, et ça se lit pareil, ça se lit vite parce que la saga, les 5 premiers romans, c'est quasiment la même longueur que les derniers George R.R. Martin, quoi. C'est 1000 pages. C'est ça. Merci Fabien. Tu termines très très bien sur cette œuvre de politique familiale digne du clan Ventrue. Merci à tous les 5, puisque vous avez terminé à 5, merci à tous les 5 pour cette émission. Je vais vous avouer un truc, je crois que le clan Ventrue, c'est le clan que je connaissais le moins, vraiment, même en tant que conteur, c'est peut-être celui qui m'intéressait le moins. Et ben en fait, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Et j'ai surtout découvert, je vous garantis, une cohésion que je ne soupçonnais pas. Je pensais que c'était vraiment que du tirage dans les pattes, mais non, une vraie cohésion. J'ai adoré vos souvenirs, c'était vraiment un vrai plaisir de vous écouter. Vraiment merci d'avoir accepté cette invitation. On est ravis de vous avoir réunis tous les 5 ce soir. Merci pour tout. Et je vous propose donc de lever officiellement ce directoire 2021. Bonne nuit. Salut à tous. Merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation, c'était vraiment super. Merci beaucoup, on attend le résultat avec beaucoup d'impatience. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser poser la question. Pourquoi les directoires étaient jamais infiltrés par les Malkavian ou les Nosferatu? Les mecs qui tenaient 3 minutes, ils en avaient marre, ils se cassaient. Hein. Je me souviens qu'on avait bien dégoûté des Nosfés, des directoires. Hein. On les voyait en dissimulation. Oui. Au bout d'un quart d'heure, ils craquaient. Hein. Ils arrivaient mais tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça qu'on sortait à chaque fois les plus gros trucs vers la fin, quoi. Parce qu'on savait que les mecs ils pouvaient pas tenir 1 heure et ils se faisaient chier et d'où le fait que tout le monde hors Ventrue ils disaient mais directoire mais on se fait chier et ils se font chier les gars. Bien sûr qu'on se fait chier. Ah non, maintenant nous on a une question, en tout cas moi j'ai une question. À quand le prochain le successeur du dernier conclave? Messieurs, parce que vous posez des questions, on peut faire miroir. Un préquel, hein. On prépare un préquel là. Ah bon? Sans déconner? Pour de vrai? Non, je déconne. C'est nos enfants qui vont jouer. Ça s'appelle l'avant-dernier conclave. C'est l'avant-dernier.